C'est bon, on est live. Bienvenue à toutes et à tous. 5 petites minutes de retard. Je vous annonce, c'est pas de ma faute. C'est C'est la Samy. mienne. C'est la mienne. Moi, C'est la j'avoue. faute d'un Samy. C'est la Voilà. faute d'un Samy, quand même. Toujours, toujours, toujours. Non, mais très heureux de te recevoir ce soir pour cette émission pendant laquelle on va parler de Cross the Age, et aussi, en règle générale, aussi des Play to Earn, du marché des métavers et tout ce qui gravite autour. Très heureux de t'avoir parmi nous. Comment ça va? Merci, ça va super bien. Je suis très content d'être parmi vous. En plus, je peux parler en français, donc c'est top. Et vraiment, je suis super impatient de répondre à vos questions et de répondre vraiment à tout ce qu'on a fait pour cette unité-là. Je suis très content d'être là. Et moi aussi, je suis enchanté de faire connaissance. Je sais qu'il y a un petit rituel. La question simple, hein, c'est les présentations. On peut commencer par le rituel des présentations. Voilà, savoir comment tu en es arrivé au crypto et comment tu en es arrivé à Cross the Edge, un petit peu ton parcours. Et puis ensuite, on enchaînera sur le jeu en particulier, parce que moi, j'ai besoin d'en connaître plus, mais toujours l'humain en premier. Ben, écoute, avec plaisir, hein. Donc moi, j'ai fait une école de commerce. À la base, j'ai fait mes propres contenus. J'ai fait du court métrage, du documentaire, du clip et du film. J'ai fait ça pendant 5 ans. J'étais un temps de spectacle. Et parallèlement à ça, je me suis lancé dans une petite entreprise, une mini-entreprise où j'achetais, je revendais, je chinais, j'achetais, je revendais des petits jeux vidéo. Et j'en ai fait C'est en fait un. bien. Ouais, c'est rigolo, ouais. Tu te dis, j'ai commencé dans ma chambre. Tu sais un peu l'histoire du mec qui commence dans son garage. Voilà, c'est pareil. J'ai commencé avec ma mère dans une chambre. Et, euh, et au fur et à mesure, j'ai commencé donc, à vendre des jeux vidéo jusqu'à les produire en fait et racheter des studios. Donc aujourd'hui, Ah, waouh. on est propriétaire de 5 studios. On est 55 dans l'équipe des free agents et 145 dans l'équipe de Cross the Edge. On est 210 aujourd'hui dans l'équipe au total. C'est déjà un temps plein? Ouais, C'est énorme, hein. ouais. Sauf les artistes qui sont sur de la commission. Sinon, tout le monde est contracté en CDI. C'est pas des freelances. Vous êtes basé où? Où c'est Euh, cette industrie? alors, on est un peu partout dans le monde. Nous, l'histoire, elle a commencé dans le sud de la France, mais après, tu as des gens qui sont un peu partout. Donc, tu vas avoir une partie qui est à Dubaï, une partie qui est à Singapour. Tu vas avoir une partie donc, qui va être au Brésil, une partie en Asie, une partie en Angleterre. C'est vraiment une équipe corporate. On est Inter- vraiment ouais, international. Et en combien de temps tu as constitué ces équipes? Tu as dit, alors, t'as fait 7 ans ton ancien métier, mais là, c'est parti de l'aventure entrepreneuriale. Mon entreprise d'entrepreneuriat, j'ai commencé en 2013. Donc, j'ai commencé ça il y a 9 ans et j'ai commencé avec une autre entreprise, hein, avec une boîte qui faisait 30 000 euros la première année de chiffre. On part de loin. On part de loin. Franchement, c'est très impressionnant. Moi, en plus, je veux dire, manager des équipes comme ça, enfin, c'est sur le monde entier, c'est très impressionnant. Écoute, je pense que la clé dans ce qui est lié aux entreprises, c'est le rapport à l'humain. Si tu arrives à avoir une bonne relation avec l'être humain, ça se passe bien. Et donc, du coup, en fait, quand ces êtres humains, ils sont bien respectés, lorsque tu prends soin d'eux, lorsque tu fais attention à eux, tu les appelles collaborateurs et pas employés, tu vois, des petits trucs comme ça, c'est pas la même chose. Et ça donne envie, quoi. Ça donne envie aux gens de se donner encore plus. Et surtout quand ils comprennent que bah, cette boîte, c'est une personne morale et c'est pas toi. Tu vois, il faut pas le truc de patron, collaborateur. Love is the way. Il y a un commentaire qui est très intéressant. Le secret, c'est l'amour. C'est Écoute, ça. on peut pas. Eh ben, je suppose que tu as mis beaucoup d'amour dans ton entreprise et Ah ouais, dans ton projet. ah, Et du coup, on totalement. entre dans le dur. Tu nous parles de Cross the Age. Tu nous fais rêver un petit peu. Alors moi, j'ai regardé déjà univers riche, beau. Alors je suis curieux. Je me suis lancé. Il y a plein de sujets. Mais bon, en fait, le plus simple, c'est qu'est-ce que c'est ta vision On y va, c'est et parti. la proposition de valeur, quoi. Pour revenir sur ce que Samy, tu nous ferais un petit partage d'écran qu'on voit le site parce qu'il est beau quand même, hein. C'est-à-dire que s'il y a le site Bah, en fond, si tu veux partager ton écran, tu en as je, aussi la possibilité. Si jamais, sinon, je le fais. ah, non, mais attends. l'histoire, elle a commencé, donc pour moi, la crypto, ça a commencé il y a 2 ans. J'ai un ami à moi qui s'appelle Richard Estève qui m'a présenté Christophe de Courson, qui est devenu l'un des cofondateurs, donc les deux sont cofondateurs du projet Cross the Age. Et Christophe est dans la crypto depuis plusieurs années. C'est un VC avec une grosse expérience. Et l'idée, en fait, c'était de réunir des talents dans la partie crypto et des talents dans la partie gaming.
parce que il fallait en fait avoir le top dans tous les environnements pour réussir à rendre cette histoire possible. On s'est rendu compte, nous, à partir de 2017, que la plupart des jeux suivaient le même schéma. C'est-à-dire que les gens dans la crypto s'en foutent des jeux. Il n'y a pas d'intérêt pour le jeu, il n'y a qu'un intérêt pour le flip. Il n'y a qu'un intérêt en fait pour la spéculation et pouvoir récupérer de l'argent, gagner un peu plus et miser sur un autre projet. Et le problème, c'est que des cycles comme ça qui se produisent et qui se reproduisent. Et l'idée, en fait, c'était de créer un nouveau format de jeu où on pourrait rester sur ce jeu pendant plusieurs années. Et donc, du coup, je leur dis, écoutez, voilà, j'ai une idée et je pense que Cross the Age peut durer au moins 10 ans. Là, tu vois, il me regarde comme ça avec un grand sourire, il me dit, écoute, il me dit, on a vu des jeux pour 6 mois, on a vu des jeux qui avaient 12, peut-être 18. Il me dit, mais 10 ans, il me dit, c'est de l'arrogance. Je lui dis, c'est de l'arrogance, si et seulement si tu arrives à créer une IP, une propriété intellectuelle autour, qui serait en fait le noyau solide de ton univers. Créer en fait une propriété intellectuelle, une IP, ça crée en fait toute la légitimité de ton histoire. C'est comme ça en fait qu'on a commencé à fabriquer et créer en fait cet univers, cette bible en fait graphique. Au début, il y avait un écrivain, puis 2, puis 5, et aujourd'hui, ils sont 13. Et quand je te dis 13, dedans, tu as des superstars. Dans quelques jours, on va dévoiler en fait l'équipe au complet. Mais c'est incroyable d'avoir réussi à réunir des gens avec un palmarès pareil, qui travaillent sans ego, qui travaillent dans le même but et qui ont signé pour 10 ans, quand certains d'entre eux ont vendu du million de bouquins et qui sont, en fait, à mon sens, les références dans la science-fiction et dans la fantasy. Donc, voilà, en gros, c'est un narratif. En fait, c'est l'univers, le narratif qui va durer par-delà les années, au-delà du jeu. Ouais. Un petit peu comme Star Wars. On pourrait voir Star Wars qui va durer sur plusieurs décennies. Alors, à titre d'information, il y a 7 romans qui sont prévus sur les 10 prochaines années. Le premier, il est sorti. On le sort chapitre par chapitre. On a déjà fait un peu plus de 100 000 téléchargements. Je pense qu'après l'annonce qu'on va faire, on va taper le million tout de suite. C'était volontaire, hein. On a attendu un tout petit peu parce qu'on avait quelque chose à donner en même temps au lecteur. Et ce qui est génial, c'est que ça a été traduit dans plusieurs langues. Donc tu l'as en français, en anglais, en espagnol, en japonais, en chinois, en polonais, et on rajoute les langues au fur et à mesure. Parce qu'on veut que cette histoire, elle soit worldwide et qu'elle touche tout le monde. C'était l'intérêt depuis le début de donner en fait un accès à l'univers gratuitement, pour que tout le monde puisse en fait s'inspirer de cet univers-là. C'est beau. Alors attends, j'essaie de partager mon écran, mais je pense que j'ai des droits que je n'ai pas. Hop, on peut défiler, on peut se rendre un petit peu, voir. On voit les cartes. C'est ça. Bon, déjà c'est beau. Donc c'est un bon point. Et j'ai remarqué que le fait que ce soit beau, ça change quand même la donne. Alors, hop. Tac, tac, tac. Alors, j'ai qu'un écran, donc je peux pas voir en même temps les choses que je fais. Ah, est-ce que tu nous parlerais, donc là c'est l'univers, on voit la map justement, donc cet univers dans lequel il y a 2 civilisations qui s'affrontent. Exactement. Avec 16, je crois, sous-factions. Enfin, il y a tout un univers riche, un petit peu à la Dune, où tu es un amateur de science-fiction, tu t'es inspiré. Quelles seraient en fait tes sources d'inspiration? Moi, j'ai vu qu'il y avait un petit côté Altered Carbon, où donc il y avait un mélange entre, on va dire, alors c'est une dystopie, hein, malheureusement. Donc dans ce que j'ai vu, c'est un univers futuriste angoissant. Hein. Est-ce qu'il y a une issue? Je sais pas. Est-ce que tu nous parlais un petit peu de l'univers du jeu? En fait, contrairement... Et des sources d'inspiration. On a en fait, quand tu le vois comme étant une dystopie, parce que d'un côté, tu vas avoir une partie science-fiction et une partie fantasy. Sauf qu'au fur et à mesure que tu avances dans la lecture, tu te rends compte en fait que c'est quelque chose qui est un futur proche, un futur probable. Donc, on n'est pas du tout dans une vision pessimiste. Hein. Ça parle des problèmes sociétals, ça parle en fait de ce que nous, on est en train de vivre, et de comment en fait on pourrait changer les choses. Ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas du tout dans les gentils, c'est la science-fiction, les mages, c'est les méchants, ou l'inversement. Hein. C'est chacun peut se faire son opinion. Et tu vas avoir en fait, comme tout être humain, du bon et du moins bon dans chacun. Il n'y a rien qui est blanc, il n'y a rien qui est noir. À toi maintenant de comprendre et de trouver en fait ta voie dans le livre et de trouver en fait ton chemin. Tu as 2, sauf qu'en fait tu en as 3, parce que tu as le rift qui est au milieu. Et oui. Ouais. Le rift qui est au milieu. Et tu vois, c'est toujours mieux d'avoir un triangle. En tout cas, pour l'équilibre des forces, le triangle, il est toujours plus intéressant. Et peut-être même qu'il n'y a pas que 3, tu vois, on ne sait pas. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, il y en a 3.
Et ouais, c'est extrêmement riche. C'est extrêmement riche parce que tu as un très grand nombre de caractères. Pour chacun des caractères, on a créé une bible graphique qui prend environ une vingtaine de pages. Il y a 365 cartes différentes pour la première saison, soit 8000 pages qui ont été écrites juste sur la bible graphique. La bible graphique, c'est un truc, c'est inimaginable en termes de volume, ce que ça représente, et du travail qui a été fourni par les écrivains et par ceux qui ont travaillé sur l'univers derrière. Oui, ouais, effectivement. Les métriques que tu donnes sont assez impressionnantes. Alors attends, justement, comment ça a été lancé quand en fait l'historique? Donc on a la vision. En fait, on a un univers qui doit être extrêmement riche avec une volonté de durer dans le temps. Ouais. On a ce futur proche probable. Ouais. Comment on joue, comment on participe, comment les gens sont impliqués dedans. En fait, est-ce qu'il y a un gameplay, Bien sûr. Parce que là, en fait, c'est un peu le narratif que tu nous as livré. Bien sûr. Donc, tu vas essayer d'avoir un univers qui est très riche, englobant, voilà, un gros suspense. Je vois qu'il y a un travail du graphisme. Bon, il y a ce côté envoûtant, en fait. Hein. Donc là, Ouais. je suis envoûté. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai envie d'en découdre là. On y va, c'est parti. Je pars en arrière pour revenir en avant. Je pars sur quand est-ce qu'on a commencé. On a commencé il y a exactement 18 mois. Donc on a commencé 2020, donc fin 2020, à savoir que à l'époque, on avait déjà anticipé, en tout cas, un projet qui irait donc sur la blockchain NFT, qui serait en fait une solution non pas de play to earn, mais de play and earn, et de donner en fait une nouvelle solution qui serait extrêmement enrichissante, où le joueur serait placé au centre et où en fait il aurait énormément de plaisir à découvrir l'univers et de jouer et se balader dans l'univers. Créer un jeu de cartes, créer des NFT sans un gameplay, c'est débile. Ça veut dire, en fait, regarde, on est juste là pour prendre de l'argent, là où, en fait, notre intérêt à nous, il est totalement différent. On change, en fait, du modèle classique où on s'éloigne, en fait, de la chaîne Ethereum pour se rapprocher beaucoup plus de Polygon, qui est un super partenaire sur le projet. Okay. Proposer, en fait, une expérience qui a tout le temps, en fait, la même vocation. C'est-à-dire qu'on peut minter des cartes dans le jeu pour moins $1 tout le temps. C'est-à-dire que ce prix, il est fixe, il est permanent et il est fait pour que les gens puissent avoir toujours cette expérience-là. Il n'y a pas de fluctuation en fait d'une crypto-monnaie qui pourra changer les choses. Pareil, dans l'expérience dans le jeu de cartes, tu peux acheter des paquets de cartes dans le jeu et ce paquet de cartes, il va te coûter entre $3 et $15. Là où normalement, sur d'autres jeux, tu vas trouver des paquets entre $40 et 1 Ether. Et franchement, dis-toi à moi, acheter un Ether, un paquet de cartes, c'est totalement fou. Ça te limite en fait sur le nombre de gens que tu peux toucher. C'est pas possible, c'est pas mainstream. Disons que tu as une volonté d'accessibilité, c'est-à-dire que ce soit accessible. Je crois qu'il y avait le free-to-play. Il y a mort de rire derrière. Je veux le mort de rire. non, il y a des conneries dans le chat, en fait. C'est pour ça que Ah, ok, cool. non, je suis avec vous. Ah, c'est génial. C'est trop bien parce que je te voyais en tout petit, je voyais mort de rire, c'est trop bien. Non, rien à voir avec le... Non, mais alors, non, c'est pas mal, c'est bien, ça me permettait de jumper. Donc, pour revenir à ce que je te disais, l'idée, en fait, c'est qu'on a travaillé pendant plusieurs mois sur un game design document. Ce game design document, en fait, c'est un GDD qui te donne toute la structure de comment le jeu doit être créé. On a fait 5 prototypes avant de faire le jeu et on a ce prototype définitif depuis le mois de novembre. Depuis le mois de novembre, en fait, on a une équipe en fait, de techniciens qui avaient déjà commencé à travailler sur le back-end, parce qu'on avait déjà travaillé sur l'arrière en fait, du site. Et là, on avance donc sur le front-end. On a quasi fini le jeu, dans la manière dont on voudrait l'avoir et dans la manière dont on l'a conceptualisé. À savoir qu'on avait déjà gagné du temps parce qu'on avait fait plein de protos, on avait fait plein de petites parties, on avait enlevé à chaque fois les parties qui n'étaient pas assez bonnes. Et là, en fait, on a un jeu qui serait prêt, je pense, fin du mois de mars. Oui. Fin du mois de mars, on a le jeu qui est fini en version définitive. Et en fait, on a en fait les bêta-testeurs, c'est des gens qui ont joué, c'est des gens qui ont joué à Magic toute leur vie, à Hearthstone, à Yu-Gi-Oh, qui vont tester le jeu et qui vont en fait nettoyer les bugs. À partir de ce moment-là, on ouvre en fait notre ambition, c'est d'ouvrir un early access pour la communauté fin du mois de mai. Oui. Mais par rapport à ce qui se passe en termes de géopolitique et autres, on ne sait pas encore comment est-ce que les choses vont évoluer. On espère qu'on pourra faire cette annonce-là. En tout cas, nous, on est prêts.
Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a tout qui est Bah, prêt. Voilà. Donc, on voudrait sortir dans et les. tu l'annonces presque à demi-mot, c'est-à-dire que tu l'as pas annoncé officiellement, mais en fait, en quoi tu avances quand même ta volonté. Donc, un jeu finalisé en coulisses fin mars, Ouais. ouvert au public, de préférence fin mai. Ouais, ouais, Ça, ça et voilà. ce qui est bien, c'est que quand j'ai rencontré Samy l'année dernière, je lui avais dit la même chose. Je n'ai pas changé de. On a tout ce qui est. Enfin, notre spécialité à nous, c'est de fabriquer des jeux vidéo. Ma société a produit plus de 50 jeux vidéo sur Nintendo Ok. Switch, PS4, PS5, Xbox, Steam. On a fait des jeux qui ont fait plus de 1 million de téléchargements. Quand je donne une date, c'est la date. C'est pas, je ne l'ai pas sorti du chapeau. On a travaillé super longtemps en amont. On a fait des diagrammes. Chacune des parties, en fait, crée son cycle. On valide des cycles. Ces cycles de production sont faits comme n'importe quel chargé de projet. Et ça doit arriver au moment voulu. Après, parfois, il peut y avoir des aléas. Mais en tout cas, pour nous, dans la manière de structurer et de faire le jeu, on va avoir une expérience géniale parce que ça va être une toute nouvelle manière de jouer, super challengeante, qui va donner la possibilité aux gens de prendre énormément de plaisir en jouant et de passer du temps donc, à l'intérieur de l'application parce que c'est une application smartphone, mais ça marche aussi sur ordinateur, ce qui est assez nouveau en tout cas dans le monde de la crypto. Écoute, c'est pas mal. Moi, j'ai vu qu'il y avait aussi un combo physique numérique. Ouais, Donc là, tu viens de parler de l'application, tu bien viens de sûr. parler des NFT, de la Ouais, collection. Bon, je suis toujours excité, tu as de la chance, hein. cool. Je suis Je ne sais pas combien de au temps sens encore, mais anglais, cool. au sens anglais, enthousiaste. Je veux dire, mais donc comment ça se passe? On télécharge l'application? Comment on prend C'est ça. nos Télécharge là c'est d'un point de vue. Après il y a plusieurs aspects. Là je te parle de l'aspect joueur. Ensuite il y a l'aspect spéculateur, hein, parce que moi tu sais bien sûr. quand on dit je peux pas m'en détacher, c'est-à-dire que c'est inhérent Mais à, aucun problème. Il y en aura pour tout le monde. voilà. Donc Voilà. mais là je suis un simple joueur, c'est-à-dire que là c'est free to play. Est-ce que c'est free to play? Je peux Free le to play. voir. Free to play. Ok. Est-ce qu'on part avec les mêmes statistiques, c'est-à-dire que si on paie pas ou pas? Est-ce que Alors, au début, tu commences de la même manière. En fait, en gros, comment ça se passe? Tu télécharges l'application, c'est gratuit. On te demande absolument rien. On te demande même pas d'avoir un token CTA. On te demande juste, c'est une vraie expérience de gaming. Ça, c'est assez nouveau. Parce que on ne te force pas, en fait, à devenir, à acheter des tokens ou autre. Tu essayes l'expérience et tu vois ce que tu en penses. Ensuite, si tu veux commencer à aller un peu plus loin dans le jeu, non pas acheter des cartes, hein, parce que tout ça, tu peux le faire tu vois, sans avoir des CTA tokens. Mais si par contre, tu veux commencer à minter tes cartes, c'est-à-dire transformer tes cartes de digital à NFT, ben là, il te faudra être détenteur de CTA token. Tu me suis? les cartes, elles s'achètent de façon physique dans des. Elle s'achète dans des boosters, dans des paquets de cartes, avec une monnaie Ouais. qui s'appelle le cristal. Cette monnaie, en fait, c'est une Oui. monnaie, c'est un token stable à l'intérieur du jeu qui nous permet, en fait, de tout le temps garantir le même prix. Quelle que soit la fluctuation du marché, on pourra toujours proposer ce même montant de 3 à 15 sans avoir d'évolution dans le jeu en termes de coût. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment est-ce que tu vas plus loin dans le jeu. Si par exemple, tu achètes donc du CTA token, pourquoi est-ce que tu deviendrais un détenteur de CTA token? À quoi ça te sert d'avoir des tokens CTA? Oui, là, tu parles aux spéculateurs, tu sais. Voilà, exactement. Mais tu vas voir à quel point tu vas vouloir en avoir et tu vas vouloir en avoir un paquet. Quand tu as un certain nombre de CTA tokens, tu vas pouvoir minter tes cartes. Un tout petit nombre, disons 10. Si tu en as un petit peu plus, tu vas pouvoir faire les sélections, enfin les tournois internationaux. Tous les 3 mois, on va mettre en dotation des sommes extrêmement importantes, plus de 1 million de dollars, à gagner pour des gens qui vont jouer à l'intérieur du jeu pour les meilleures équipes. Donc en gros, tu vas jouer, c'est des 5 vs 5, on va créer des guildes, et les 5 meilleurs joueurs de chaque guilde vont pouvoir jouer contre 5 autres personnes. Pourquoi 5? Parce que ça permet en fait d'avoir un chiffre sûr et certain où il n'y a pas de draw à la fin et que l'équipe en fait empoche le gain. Tu crées ton équipe avec des amis ou avec d'autres personnes que tu ne connaissais pas mais que tu vas rencontrer, ça va créer un lien social et ça va pouvoir te permettre d'avoir une expérience plus enrichissante. Ça, c'est la deuxième étape. Si par exemple, tu veux transformer donc, tes NFT de NFT à NFC, c'est des cartes physiques, il va te falloir un certain nombre de tokens. Si tu veux louer tes cartes, ce qui est totalement possible dans le jeu, Ah, et ouais, sinon c'est pas drôle. Tu peux en fait, si tu as un certain nombre de tokens, tu peux aussi le faire. Et si tu veux, si tu as, disons, 500 tokens CTA, tu vas avoir un accès exclusif. Cet accès exclusif, il va te donner déjà droit à une carte exclusive par semaine qu'on va te donner. Chaque semaine, cette carte-là, tu l'auras. Tu peux l'avoir si tu fais des quêtes, si tu fais des airdrops, si tu fais plein de choses. Mais si tu veux l'avoir, sûr et certain, il te la faudra. Et donc, du coup, les gens vont tous vouloir avoir un certain nombre de tokens CTA pour avoir ces cartes-là.
car c'est des cartes qui sont des hors-série. Il y a 365 cartes par an, 2 collections de 145 cartes, 52 cartes une par semaine, 10 qui sont sorties au début pour les investisseurs, 7 qui sont cachées dans le monde, qu'il va falloir retrouver, c'est les cartes uniques, et 6 qui sont cachées dans le livre. Et là, en fait, tu as ces 365 cartes annuelles qui te donnent chaque année, en fait, l'univers de Citier. Toutes les premières cartes, les 365 sont déjà finies. On est déjà en train de travailler sur les 365 de la saison 2 en ce moment. Ok. Ces cartes, je suppose qu'elles ont des pouvoirs, elles ont Ouais. un coût, elles ont. Ouais. Quelles seraient. Alors peut-être que je les ai ratées, j'ai pas vu les règles encore. Est-ce que les règles sont. Non, le jeu est pas fini, donc les règles sont pas publiques, hein. Alors, les règles, on ne les a pas mises. Elles vont sortir au mois d'avril. On sort en fait le livret de règles en expliquant comment le jeu il marche. On attend pour éviter en fait de divulguer un maximum les informations, mais on va tout commencer à sortir au fur et à mesure. Donc là, on a commencé à sortir un petit peu les animatiques. On va commencer à sortir. Donc chaque semaine, on va sortir les hologrammes, les cartes dans le jeu. On va commencer à montrer des vidéos à la fin du mois. On va montrer des vidéos de gameplay et ensuite on sortira les règles pour garder un maximum les informations autour du jeu et pouvoir le sortir de cette manière-là. Donc en ce moment, on Ok. a de donner des whitelists sur les différents concours de la page pour donner des accès en fait gratuits et des accès en fait à certains packs à la communauté pour pouvoir découvrir le Ah, jeu et commencer à minter des packs. alors ça faisait partie de mes questions justement qui vont intéresser tout le monde, hein. Est-ce qu'il y a des giveaways, des packs? Comment on s'implique? Comment les gens participent? Qu'est-ce que Ouais. vous cherchez? Qu'est-ce que peuvent recevoir les gens? Ça intéresse toujours tout le monde, hein. Déjà, Recevoir, allez. Déjà, moi, je voulais profiter en fait de ce live pour donner en fait des packs à la communauté du journal du Courrier. Je me disais que c'était Ah bien ben, de vous faire plaisir. Alors, à vous je de me pense dire que. combien on leur en donne à votre communauté. Ah ben le Combien, maximum, hein. Alors les on leur donne combien, Samy, c'est combien on leur vraiment. donne Ah ben, elle en veut plein des combien, packs. Combien, combien, quoi? un chiffre. Ah non, mais moi je sais pas, Samy, vous avez été très bon, t'es bon dans les chiffres. Je sais pas. Je vois pensif. Samy, voilà, c'est du live, c'est du direct. Personne ne s'y attendait à cette question. Combien on donne de Ah packs? oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Combien on donne de packs? Ouais. C'est par rapport aux gens qui nous regardent. 100. 200 000, ça me semble bien. Tu m'aurais dit, t'as dit 100 au début. Il a dit 100, après il a dit 200 000. Il n'y en a pas. Il a dit 100. En Il a dit fait, 100, en après il a fait, dit 200 000. 100, c'est énorme. Bon, tu sais quoi, regarde, 100. On donne 100 packs pour la communauté de Journal du Coin et on les donne. Voilà. À vous maintenant de vous organiser de la manière. Et franchement, c'est super dur à avoir. On en donne 100 pour votre communauté. C'est bien, Eh non? ben, merci beaucoup, hein. Je pense qu'ils Voilà. vont être. Ah merci, oui, oui, franchement, c'est c'est top. super. Voilà. C'est gratuit et ça me fait super plaisir et surtout pour la communauté francophone parce que on a une communauté francophone, elle est incroyable. Vraiment, j'en profite de ce live pour la saluer. On a vraiment, je les trouve mais géniaux sur Discord, Telegram, ils sont mais d'une motivation et ils sont non mais vraiment je m'attendais pas du tout à avoir autant de gens, tu sais, qui poussent le projet comme ça. Tu vois, on a commencé la première énigme, là récemment, on a lancé une énigme, on a eu 1800 Mhm. messages en une heure, on a eu quasiment 15 000 messages en une journée. 15 000 messages, enfin, c'est totalement fou. Donc, Il y a eu des bonnes réponses. ah ouais. Ouais, et des mauvaises aussi, beaucoup. Ah. À 15 000, il y en a eu pas mal de mauvaises, hein. Ouais, c'était cool. Non, c'est bien. Tu nous décrirais ce pack? En fait, c'est ce qui Ouais. va, les accès que ça va. Alors, c'est un pack. Donc, ce pack-là, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est un accès anticipé au jeu. C'est un pack qui donne l'accès tout de suite à 20 cartes NFT dans le jeu. Donc, il y en a 20 dedans. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. On ne sait pas s'il va y avoir des communes, des incos. Donc, il va y avoir pas mal de cartes à l'intérieur. Mais c'est un pack totalement gratuit où la personne n'a absolument rien à payer. Et elle peut tout de suite commencer à jouer dans l'expérience Code the Edge. Elle fera partie d'un certain pool de personnes qui seront choisies donc, dans le jeu pour essayer l'Early Access. Parce qu'on va créer un Early Access qui va durer 2-3 semaines normalement où seuls ces gens-là pourront jouer au jeu. Tu pourras pas le télécharger, c'est que ces gens-là qui pourront pouvoir y accéder. Donc, Ce dont, sacré vénard. ce dont tu parlais tout à l'heure, cette phase de débugage où il y aura les gens. Et ensuite, ce pack, donc il est minté au hasard. C'est-à-dire que c'est comment on fait, il y a un procédé de minting, un petit peu, on ne sait pas ce qu'il va recevoir. En fait, voilà, il y aura des packs, il y a des plus chanceux que d'autres. C'est ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que. Ouais. Ok, c'est très drôle. Tu sais pas ce qu'il va y avoir. C'est un peu la loterie, donc ça va être de l'aléatoire. Ça va être de l'aléatoire. Donc en fait, on a créé nous deux différents packs. Donc tu as le pack en fait, c'est ce pack-là, donc où c'est 100% gratuit. Et après il y a d'autres packs. En fait, c'est la whitelist qu'on est en train de proposer en ce moment, où les gens pourront Mhm. acheter 3 différents paquets.
Dans ces paquets-là, il y aura des cartes qui seront garanties dedans. Il y aura 3 montants différents qu'on est en train de finaliser. Mais ça Oui. permettra aux gens d'avoir une expérience où ils pourront avoir un certain nombre de cartes mintées avec des mythiques garanties. Les mythiques sont les cartes les plus rares dans l'expérience ETA. Mais cette expérience-là, tu ne pourras la faire qu'une seule fois. On ne proposera qu'une seule fois dans la vie du jeu cette expérience-là et jamais tu pourras la voir plus tard. Parce que dans le jeu, tu pourras acheter des paquets, mais tu pourras acheter des boîtes. Et dans chacune des boîtes, tu auras une mythique qui sera garantie. Mais quand tu achètes un paquet avec 2, 3 mythiques garanties, c'est comme si tu avais acheté 2 boîtes, 2 displays ou 3 displays Oui. complets. Hein. Mais ça, tu ne pourras plus jamais le faire. Donc, on le fait nous maintenant parce qu'on a un intérêt. Si tu sors un jeu et que tu as 20 000 personnes qui arrivent et qui minent des cartes, 20, 25 cartes, ça te fait quand même 450 000 cartes qui arrivent sur un marché, qui va créer en fait un marché, et ça va éviter en fait que les whales peuvent venir en fait contrôler un marché. La force en fait d'un projet, c'est d'avoir un projet mainstream avec beaucoup de personnes qui sont autour d'un projet et qui en fait gèrent eux-mêmes la tarification des cartes. C'est comme ça en fait que tu arrives à créer en fait une vraie code de cartes. Ça, Samy, de toute façon, c'est pareil. Un jeu comme une langue, comme une monnaie, en fait, la valeur qu'il apporte dépend du nombre de personnes qui y jouent. Donc, Exactement. toi, c'est une économie de réseau. C'est un jeu, c'est une économie de réseau. Donc toi, ton intérêt, c'est quand même d'avoir une adoption qui est la plus massive possible. Totalement. Voilà, parce que c'est sûr que plus tu as de gens qui jouent à ton jeu, plus le jeu est intéressant, plus tu as de stratégie, plus tu as à la fois de spéculation et de gameplay. Ouais, non, c'est cool. J'ai passé Et, 27 ans de ma vie à jouer aux cartes de jeu à collectionner. J'ai commencé à l'âge de 9 ans, Magic l'Assemblée en 93, que j'ai enchaîné derrière avec Pokémon, Yu-Gi-Oh! Quasiment au même moment. J'ai fait peut-être 25 ou 30 jeux de cartes à collectionner. Toute ma vie, j'ai fait ça jusqu'à maintenant. Je ne me suis jamais arrêté. Et ça, c'est l'apothéose. On est sur le point d'orgue. Parce que justement, j'ai demandé de quoi tu t'es inspiré. Quelles sont tes Je me inspirations? suis inspiré de tellement de jeux que derrière. Ouais, mais tes préférés, les plus forts. Bon, Magic, c'est une base. Ouais, ok. Magic l'Assemblée, c'est une base. Et en fait, on a récupéré dans chacun des jeux des concepts malins. Par exemple, les hologrammes, je les ai récupérés sur Yu-Gi-Oh! Tu vois, il y a un système de jeu, je l'ai récupéré sur Final Fantasy. Il y a un système, je l'ai récupéré sur Guardians. Il y a un truc, je l'ai récupéré sur Arcadia. C'est un jeu, tu dis, mais c'est d'où ça sort? Un truc sur Vampire. Des trucs que j'ai récupéré sur Rage. Et quand tu vois tout ce qui a été pris dedans, tu dis, ah ouais, d'accord, ok. Ils ont récupéré vraiment des points forts de plein de jeux différents pour les mettre ensemble. Et franchement, l'association, elle marche bien. Je trouve que ça marche bien parce que tu vois, les matchs ne sont pas trop longs, c'est pas lourd, c'est des matchs qui durent 5 minutes. Et ce qui est très malin, c'est que, imaginons que je joue avec Samy, mon homonyme, et qu'on joue tous les deux, on a tous les deux un paquet, on a nos cartes, tu vois, on a 20 cartes tous les deux, c'est notre deck. On va jouer tous les deux, on va faire 10 parties différentes, aucune partie ne sera les mêmes alors on a notre même jeu. Sauf que la manière dont ça a été fait, c'est tellement malin que tu as un deck avec un nombre de cartes. Il y a 8 cartes seulement qui sont tirées. Tu ne vas pas avoir toutes les cartes. Et donc, du coup, c'est aléatoire. Les combos que tu vas avoir ne sont pas les mêmes. Tu as des super attaques, tu as des invocations que tu peux faire pendant le jeu. C'est super bien fait. Et le but, c'est de contrôler en fait toutes les cartes de l'autre en stratégie. Donc, au début, c'est assez simple, mais ça fait qu'évoluer. Et tiens, d'ailleurs, j'ai une question, ça c'est moi, parce que figure-toi que j'aime bien. Alors moi, ça fait très longtemps que j'ai pas joué, je suis un joueur très amateur, hein, donc je n'ai pas ta science des jeux, mais je suis joueur de nature. Et ce que j'aime bien, en fait, est-ce qu'il y a une part de stratégie, une part de chance? J'aime bien quand il y a un savant mélange des deux. J'ai quand même joué au poker, tu vois, pendant des années, et en fait, ce qui fait, je trouve, le sel d'un jeu, c'est les jeux qui sont 100% stratégique. Alors après, c'est super, hein. Franchement, ça demande un skill, mais c'est plus dur d'on-board d'un grand monde parce que si tu as une petite part de chance, quand Il y a même. une petite part de chance. Franchement, il y a une petite part de chance et elle est rageante. Elle est rageante parce que Voilà, elle est importante. Moi, parce elle me fait qu'il y a plaisir, en celle-là. fait, dans le jeu en fait, tu as un héros. Tu as un héros, tu choisis ton héros. C'est toi qui choisis le héros que tu veux et tu peux en fait déclencher son attaque, soit au 2e tour, soit au 5e tour, soit au 7e tour, et ça crée une cinématique dans le jeu, un peu à la Naruto, One Piece et ainsi de suite. Et le moment où elle arrive, elle va changer en fait le jeu. Par exemple, si toi tu joues un jeu basé sur de la terre, toutes tes cartes terre, elles vont augmenter en puissance. Mais à la fin de la partie, si tu as attendu longtemps, cette attaque, elle va avoir un effet beaucoup plus élevé. Et elle risque de retourner toutes les cartes, alors qu'en temps normal, ça n'aurait jamais fait ça, tu vois. Et donc, du coup, parfois, tu n'as pas de chance. Tu avais manque de bol, et l'autre a eu un peu plus de bol et c'est passé. Donc, du coup, c'est assez rageant, mais c'est sympa aussi. Je trouve que c'est. Il y a de la stratégie, la base, il y a un peu de chance aussi. Tous les grands jeux de cartes, Magic the Gathering, Assembly ou Yu-Gi-Oh! Il y a toujours la part de chance dans ces dernières parce qu'on t'a la main, par exemple, dans Yu-Gi-Oh! Que tu pioches.
Exactement. Souvent, tu as une super main et donc tu peux faire caler une T'as une main polymérisation dès le début. C'est dégueulasse. T'as une Mais main bon. pourrie, t'as une main pourrie. Eh ben, Cross the Edge, c'est pareil. Tu as 20 cartes, d'accord? Tu vas piocher 8 cartes et ta main, c'est pas la même, tu vois. Tu peux piocher. Des fois, tu as des trucs qui vont trop bien ensemble et parfois, tu vas jouer contre un archétype face de toi. Tu te dis, merde, toutes les cartes qu'il a, il n'y a rien pour toi, tu vois. Et à un moment donné, tu vas trouver le bon truc, le bon match-up ou tu vas avoir ta réserve ensuite. Enfin, non, c'est assez sympa. Mais après, voilà, il y a toujours le skill qui rentre en jeu. Donc, de toute façon, tous les jeux de cartes, en fait, c'est pour ça qu'il y a une scène de compétition, etc. Au bout d'un moment, il y a de la chance, mais c'est pas vraiment de la chance. Il faut prendre les meilleures décisions selon les cartes qu'on a et ce que l'autre joue, en fait. Et c'est là où je trouve ça super intéressant. Ça veut dire qu'en gros, tu donnes la chance à des gens qui n'ont pas forcément de l'argent, mais qui sont malins. Des gens en fait qui vont passer du temps. C'est pour ça que ça s'appelle un play and earn. C'est ils vont passer du temps pour comprendre en fait le jeu. Ils vont faire des quêtes à l'intérieur du jeu. Il y a 120 quêtes différentes dans le jeu. On a créé, quand je te dis le nombre d'équipements qu'on a créé, le nombre d'additifs et d'additionnels qu'on a dans le jeu, c'est totalement dingue. Tu vas rentrer dans le jeu, tu vas dire OK, d'accord. Et donc du coup, tu vas jouer, tu vas gagner des cartes, tu vas pouvoir aller de plus en plus loin, même si tu n'as pas mis d'argent au début. Et ça, je trouve ça génial. Parce que en fait, tu récompenses en fait le temps de jeu. Là où normalement tu ne récompenses pas. Quand tu jouais, je sais pas, moi, tu joues à World of Warcraft ou tu joues à n'importe quel jeu, bah, tu as joué, tu as des trucs, t'as des éléments uniques, tu vas gagner en fait des accessoires, tu vas gagner, mais tu peux rien en faire. Là, tu peux vraiment en faire quelque chose. C'est toi qui choisis ce que tu peux en faire. Quotidiennement, hein, tu peux choisir de ce que les cartes que tu as gagné des cartes exclusives, tu as gagné des cartes off série, tu as gagné quoi que ce soit, tu peux choisir. Tu peux même jouer pendant 3 mois et louer tes cartes, soit à la journée, soit à la semaine, soit au mois pour les gens qui vont faire les championnats et les tournois. Donc, non, je trouve que c'est une bonne approche dans le jeu et ça manquait parce qu'il y a vraiment, on a tout basé sur le fun to play. C'est-à-dire que j'ai tout misé sur la bonne expérience de jeu où les gens ils vont s'éclater. Si les gens ne s'éclatent pas, c'est que j'ai tout foiré et que vraiment je suis nul. Ah Mais ben, voilà, le principe d'un jeu, j'espère qu'il est fun, c'est ouais, sûr. j'espère aussi, je te jure, j'espère aussi. En tout Sinon, cas, c'est une punition. Un jeu, c'est rarement une punition. je te jure que moi, j'ai commencé à le tester, je m'éclate. Vraiment. Et je passe du temps et je rigole tout seul. Donc, je me dis que si je m'amuse bien, il est probable que les gens s'amusent aussi. C'est-à-dire que bientôt, je pourrais jouer contre toi en live. Ouais. Oui, mais tu vas prendre une grosse branlée, tu vas voir. Ouais. Mais je pense pas que tu aies le temps. Je pense pas que Pourquoi? tu aies le temps. Bah, parce que tu as un emploi du temps super chargé. Ouais, bon, un stream du dimanche, hein, pourquoi pas, hein, tu sais, il n'y a pas de souci, hein. Mais en ce moment, ouais, mais avec grand plaisir, moi, c'est quelque chose que je veux absolument faire. Donc, même si, enfin, l'early access, on joue contre des IA, je suppose, à ce qui se passe maintenant. Ouais, non, 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 non. L'early access, il n'y a pas de, on fait pas ça, non. On va vraiment faire, parce que le nombre de joueurs qu'il y aura, ça permettra vraiment de pouvoir jouer contre d'autres joueurs. Ouais. On essaie de tout faire pour éviter l'intelligence artificielle et pouvoir permettre aux gens de jouer contre d'autres personnes. Et c'est pour ça qu'on a défini un certain nombre de joueurs qui nous permettra en fait d'avoir quasiment tout le temps un adversaire en face et d'avoir des gens qui soient online tout le temps pour essayer, pour jouer et pour pouvoir avoir cette expérience-là. Et ce qui est bien, c'est que on vient du monde du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on n'est pas à notre premier coup d'essai en disant, écoute, on est bon dans la crypto, mais on peut essayer, on voudrait bien faire ça. Là, tu n'as que des geeks, tu as des mecs, c'est des frappadingues, des jeux de cartes. Déjà, tu as mon équipe, ils sont H24, ils sont connectés. Ils m'ont dit, non, on va jouer tout le temps. Je dis, ouais, si vous voulez. On a énormément de gens qui vont être là et mais je te parle sérieusement, il y a des gens, ils vont rester H24 pour jouer, pour avoir des partenaires et pour jouer contre d'autres personnes. Ils vont être là que pour ça. Donc, c'est comme si tu avais payé des gens 24 heures sur 24 à jouer pour rester et pour pas avoir, en fait, pour avoir une vraie expérience de jeu. C'est pour te montrer à quel point on est déterminé, tu vois. Donc, voilà. Mais après, il y avait ton système de location des NFT, donc il te permettait de laisser d'autres jouer pour toi, peut-être. Enfin, il y avait des choses comme ça Alors, dont tu parlais. ça, c'est génial. Comment ça va marcher? Eh bien, on s'est toujours dit, tu vois, par exemple, imaginons, moi, quand j'ai rencontré tellement de gens dans ma vie, quand j'ai commencé à acheter les cartes Magic, toute ma vie, j'ai rencontré des gens qui me disaient, putain, j'ai vendu mon Dracofeu, j'ai vendu mon Black Lotus, t'imagines tout ce que j'ai perdu. Et ils sont pas bien, et tu sens, t'as vu qu'ils sont au bout de leur vie parce qu'ils l'ont vendu à quelques francs, à 1000 francs à l'époque. Et tu sens qu'ils sont pas bien. Eh bien, cette fois-ci, tu pourras plus jamais le dire. Là, en fait, tu vends plus rien. Tu loues, voilà. Tu loues et tu gardes tes cartes. Et au moins, tu sais que plus tard, si jamais ça explose, eh ben, tu seras bien content de les avoir gardées. Et franchement,
Là, pour le coup, avec la crypto, ce qu'on a vu, nous, dans Magic, comment on a vu l'évolution des prix monter, parce que j'ai eu ces cartes-là, Black Lotus, je les ai toujours. Hein. On a des cartes que j'ai eues qui valaient une centaine de francs, des milliers de francs, qui valent aujourd'hui 500, 600 000 francs, 600 000 euros, pardon, aujourd'hui. Eh ben, imagine que dans Cross the Edge, ouais, sérieusement, c'est un marché de fou. Hein. Imagine qu'aujourd'hui, dans Cross the Edge, on te donne la possibilité de garder ces cartes à vie. Tu peux les garder, en fait, et tu pourras suivre, en fait, leur évolution. De toute façon, au plus tu les garderas, et au plus ça va augmenter. On a perdu. Ça y est, Ouais, on a perdu Benoît. Je sais pas ce qui s'est. Alors, un instant. Non, c'est moi, j'ai regardé. J'ai misclick. Désolé. J'ai dit 100 000 euros. Il a lâché le truc, l'écran. Non, j'étais parmi vous, là. Voilà. Mais c'est incroyable. Ah non, alors attends, parce que moi justement j'ai mes questions. Donc t'as parlé aux joueurs, il va falloir parler aux spéculateurs. Hein, tu sais, il est là. Alors tu m'as quand même attisé mon attention. Et justement, j'ai vu qu'il y avait dans la doc un business model, des tokenomics. C'est quand même explicité. C'est un univers qui est assez riche. Tu as donné beaucoup d'informations, le nombre de cartes, le nombre de tout ça. Tu as donné les tokens, mais est-ce que tu pourrais nous faire un petit retour parce que tu sais, il y a ceux qui viennent jouer, il y a ceux qui viennent spéculer. C'est pas forcément des antithèses. On peut être les deux à la fois. On peut être l'un, on peut être l'autre. C'est pas ça. Là. Non, tu as tout à fait raison. Il faut être. Écoute-moi, tu as entendu ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au monde de Cross the Edge qui représente notre monde. On n'est pas là pour juger, d'accord? C'est pas parce que tu spécules que c'est mal. Tu as le droit de gagner de l'argent. Tu as le droit d'investir sur un projet, tu as le droit de gagner de l'argent. Eh bien, comment tu fais pour gagner de l'argent dans Cross the Edge? Il y a plein de manières. La règle numéro 1, on y va, tu vas voir comme ça va te plaire. La règle numéro 1, c'est que dans Cross the Edge, chaque extension de carte qui sort, ok, donc les fameuses cartes que tu vas avoir, elles sont dans un format digital dans un premier temps. Mais c'est toi qui décides de les rendre NFT en payant $1. Tu me suis? Il faut payer $1 pour que la carte devienne NFT. Sinon, elle est digitale. Si au bout de l'année, la carte est toujours digitale et qu'elle n'est pas NFT, tu ne peux plus la vendre. Non, c'est pas bien, ça c'est mal. C'est pas bien de faire ça. Tu la gardes, tu peux toujours jouer avec, mais tu ne pourras pas la louer ni la vendre. Et ça, du coup, ça change totalement toute la valeur de la carte. Toutes les personnes qui ont investi dans le jeu et qui ont minté leur carte, quelle que soit la rareté de la carte, vont avoir de l'or entre les mains. Parce que à la fin de la première année, les cartes communes qu'on vous a données, quand tu vas voir qu'à l'année 2, elles vont valoir 10 ou 20, voire 30, tu vas dire, mais attends, ils les ont données gratuitement, ces cartes-là. Je ne les ai pas mintées. Pourquoi je ne les ai pas mintées? Magic l'Assemblée, c'était la même chose. Les cartes alpha aujourd'hui, les communes alpha, elles vendent des centaines, voire des milliers d'euros pour certaines cartes. Tu prends un contresort, tu prends une foudre en alpha, ça vaut 1000 euros, au moins. Au moins. Pourquoi? Parce que les cartes qui étaient gratuites et que tu jetais, tout le monde a fait ça, et peu les ont gardées. Et là, c'est la même chose. Et comment tu les gardes? Tu les gardes en les rendant NFT. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est rigolo. Attends. Tu arrives, on achète un deck, on va dire, qui fait un certain nombre de cartes, et bam, la première chose que tu fais, c'est que tu poses un dilemme au jeu. C'est-à-dire que tu peux jouer. Alors, le dilemme, il se posera dans un an. C'est ça. En gros, et le dilemme qu'ont les gens, c'est-à-dire que si tu as beaucoup de cartes, ça peut coûter cher de toutes les minter. C'est pour ça que c'est $1. C'est pour ça que c'est fair, tu vois. Parce que si ça avait été. Et pourquoi les gens ne les minteraient pas? Pourquoi les gens ne les minteraient pas? Parce que pourquoi il y a pas tout le monde qui a un budget de 300 ou $500 à mettre dans un jeu. Et je t'aime bien. Ouais, voilà. Et donc, du coup, ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, si tu as un budget faible, il va falloir bien choisir. C'est sniper. Moi, je pense que 80% des gens ne vont pas minter. C'est énorme. 80% des gens ne vont pas minter leurs cartes. Et alors, attends. J'ai une première question. Et donc, des cartes qui pouvaient être communes à la base, on pourrait se retrouver rares in fine parce que personne ne les minte. Ouais, exactement. Et je vais même aller encore plus loin que ça. C'est un jeu, en fait, où tu vois les communes que tu vas avoir, elles ont un effet incroyable. Normalement, dans un jeu de cartes, quand tu as ta carte, tu l'as et c'est fini, c'est fin de l'histoire. Dans Cross the Edge, tu peux fusionner les communes entre elles pour avoir une commune alternative. C'est la version améliorée de ta carte. C'est comme un Pokémon qui évolue de Salamèche à Reptincelle à Dracofeu. On fait exactement la même chose dans Cross the Edge. Mais on allait beaucoup plus loin parce qu'on a créé 4 formats d'alternatives. Et il y a un pourcentage de ces alternatives-là. Je m'explique. Tu vas avoir 70% de chance d'avoir la classe C, tu vas avoir 22% de chance d'avoir une classe B, 7% d'avoir une classe A et 1% d'avoir une classe S. Ce qui va se passer, c'est que quand tu as des communes, tu vas les brûler, tu vas les merger entre elles
pour avoir cette commune alternative. Tu as un total supply de cartes qui est défini et ça ne va ne faire que baisser. L'économie, elle va se créer comme ça. Tout le monde va vouloir fusionner des cartes. Moi, le premier. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'avoir la classe S. Parce que j'ai envie d'avoir la meilleure carte possible. Exactement. C'est japonais, ça. Putain, ouais, c'est totalement japonais. Ça, c'est nippon à mort, mais à mort. Même, je me rappelle. Tu sais, quand tu finis sur Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories ou un duel, il te note la qualité du duel, en fait. Et la meilleure note, c'est S, en fait. Attends. On va revenir sur la classe S. La catégorie S revient donc dans les années 80 à un manga qui s'appelle Yu Yu Hakusho, qui avait créé cette catégorie S bien avant Yu-Gi-Oh! C'est des pompeurs, Yu-Gi-Oh! Ne les crois pas. Ils ont pompé leur jeu sur Magic et ils ont pompé la classe S sur Yu Yu Hakusho. Alors commence pas avec Yu-Gi-Oh! Mais tu sais que les bons artistes copient, les génies pillent. Je crois que c'est une phrase Exactement. De toute façon, là, aujourd'hui, il y a tellement de matière qu'il faudrait être débile pour ne pas récupérer cette intelligence collective, pour ne pas récupérer tout ce savoir qui a été mis. Et je pense que Cross the Edge est là pour dire, vous savez quoi, il y a trop de bonnes idées, les gars, on va les mettre tous ensemble et on va faire en sorte de faire quelque chose qui marche bien. Pour en revenir à ce qu'on se disait par rapport aux cartes, eh bien, il va y avoir de moins en moins de cartes et de plus en plus de joueurs. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une équation d'offre et de demande. Je vois ta tête s'incliner. C'est ce qu'on te souhaite. Les joueurs, les cartes, on en est sûr. L'offre, on en est sûr. La demande, on la connaît jamais. Mais c'est quand même ce que je souhaite. Tu sais pourquoi il va y avoir de plus en plus de monde? Je vais te dire pourquoi. Et je te parle même pas de jeu. Je te parle de l'IP en elle-même et de l'univers qui a été créé. On a créé un comics. On a créé donc le fanzine qui va aller avec. Il sort dans pas longtemps. On a un bouquin qui est signé par des superstars qui n'ont jamais fait de co-signature de leur vie. Des gens qui sont à la tête de jeux vidéo, qui ont révolutionné le monde du jeu vidéo. Des gens qui n'ont pas accepté de travailler avec d'autres personnes que Cross the Edge. Je te jure que quand on va dévoiler dans quelques jours la liste totale des gens qui ont travaillé sur le projet, ça va mettre, c'est une claque. C'est une claque. Je te jure, c'est une claque. C'est un casting hollywoodien. On n'a jamais eu. Dis-moi. Non, mais tu vends très bien ton projet, mais du coup, ça me donne envie quand même de te poser. Non, mais attends, mais c'est un compliment de bien vendre son projet. C'est-à-dire que ça fait partie quand même. Il faut y croire. Si tu ne crois pas en toi-même, qui croira en toi? Donc, mais du coup, moi, ça me donne envie parce que c'est sûr que ça donne envie. En fait, quel serait donc, déjà pour baquer tout ce que tu dis, je suppose que tu as quand même des partenaires. Donc, est-ce que tu peux donner des noms de partenaires? Je dirais, est-ce que je suppose que vous avez levé des capitaux? Comment ça s'est marché au niveau des fonds qui vous soutiennent, au niveau de vos partenaires? Donc, ça, c'est pour appuyer bien sûr. Tes propos. Les équipes, tu en as parlé. Bon, les équipes, elles sont fat, quand même. 145 personnes, c'est pas mal. Voilà. Est-ce que tu aurais quelques métriques? Est-ce que tu aurais quelques métriques pour aller avec tout ça? Bien sûr. On a fait une levée de fonds qui a duré un peu moins de 5 semaines, ce qui est relativement court pour une levée de fonds. On a fait ouverture-fermeture. On va annoncer dans pas très longtemps le montant de la levée de fonds, qui est un montant important, qui nous permet de tenir quelques années déjà et de voir l'avenir clair sur le projet. Sur le projet, on a énormément de monde, que ce soit Swissborg, Mécanisme Capital, DCI. On a la participation de Sébastien Borget de Sandbox, qui est Strategic Advisor sur le projet. On a, pareil, Alexander Léonard de Axie Infinity. On a énormément de monde qui se sont impliqués sur le projet. Quand tu vas sur le site, on a nommé. Oui, j'ai vu, ouais. On a 60 personnes qui ont participé. Certains sont connus, d'autres le sont moins, mais ils apportent tous quelque chose de relativement important sur le projet, soit dans une partie marketing, soit dans une partie donc, de lien avec les exchanges, avec tout ce qu'il nous fallait pour pouvoir réussir ce projet, parce que ce projet, il est en fait un ensemble collaboratif. On a plus de 95 VC sur liste d'attente et plus de 50 à qui on a déjà dit non. On aurait pu lever le double, voire le triple, sans forcer. Mais on a pris juste la somme qui nous semblait être cohérente et juste. Depuis le début, tout ce qu'on a fait, on a essayé de le faire de la manière la meilleure possible. À juste titre, et tu as raison, je pense que vous avez vu un paquet de projets. Je ne te dis pas que notre projet, c'est le meilleur. Je ne te dis pas que notre projet, il est révolutionnaire, il va changer le monde. Ce n'est pas ce que je te dis. Je te dis juste que l'intelligence collective de ce projet, elle est hors du commun. Parce que le joueur, cette fois-ci, il peut vraiment changer tout. Il peut changer l'histoire, il peut participer à la partie écriture, il peut participer dans la partie du jeu. Et on est sur un jeu de collectible qui est fait par quelqu'un qui est passionné de collectible. Moi, c'est ça qu'on je suis pas là pour gagner de l'argent. J'en ai déjà gagné de l'argent. J'ai déjà monté mes studios. J'ai largement de quoi vivre toute ma vie. Ça, je le fais parce que c'est mon kiff et parce que je me régale à faire ça et parce que je rencontre des gens qui sont incroyables et parce que les gens, ils croient vraiment en ce qu'on est en train de réaliser. On a une roadmap qui va jusqu'à 2025. Enfin, on a quasiment
on a énormément d'avance technologiquement sur ce qui va se faire et on a déjà prévu pas mal de coups d'avance sur ce qu'on fera plus tard. Donc, on ne va pas arriver en disant, bon, ben voilà, on a fait un jeu, on a fait des NFT, voilà, c'est pas le cas. Ça va être vraiment un jeu où il va y avoir beaucoup de compétition et on pense que ça va attirer énormément de monde. Surtout la partie pareil, tu vas transformer des cartes en physique. Je dis, putain, tu peux choisir entre des cartes physiques et des cartes virtuelles. Enfin, je trouve ça génial. Ouais, c'est rigolo, franchement, c'est rigolo. Et d'ailleurs, tu nous disais en off que tu avais toi-même commencé, tu l'avais fait à l'envers, tu avais commencé par investir du capital personnel, développer le projet et ensuite faire le lever. Ouais, c'est ça. Généralement, enfin, ça se fait pas. Même la plupart des gens avec qui je travaille, ils me disent, mais t'as mis ton argent, mais t'es fou, mais t'es malade. Je dis, bah, je sais pas, enfin, quand tu crois en ton projet, pourquoi je le ferais pas? Il me dit, ouais, mais si ça marche pas. Moi, j'espère, hein, j'espère que tu en as mis beaucoup d'ailleurs, hein, parce que c'est la théorie du pilote dans l'avion. Écoute, Je préfère toujours monter dans un avion dans lequel il y a le pilote dedans plutôt qu'il télécommande l'avion au sol, tu vois. je vais pas me cacher. On a mis quasiment 2 millions de nos fonds propres pour lancer le jeu. Et donc, parce qu'on a commencé à 18 mois, donc bien avant la levée de fonds qui a eu lieu donc en fin d'année dernière. Et quand on est arrivé la première fois qu'on a présenté le projet, les gens ont dit, mais vous n'êtes pas sérieux, mais comment vous avez fait ça? J'ai dit, ben, on a payé. on a fait signer 75 dessinateurs sur le projet. Il fallait bien payer les gens, il fallait bien donner des garanties aux écrivains en leur disant, ben voilà, on vous donne une garantie de bonne fin. On va vous payer tout le temps. Voilà. Pour le bouquin, on a commandé le bouquin de maintenant jusqu'à les 10 prochaines années. Et là, tu vois que tu blagues pas. Pourquoi? Parce que tu sais ce que tu vas faire. Et franchement, j'ai lu plus de 350 scénarios dans ma vie. J'ai jamais vu un truc comme ça. Et tu sais quoi? J'ai même pas à te convaincre. Va sur le site, il y a gratuitement. Lis-le. Il y a écrit book. Lis-le. Oui, c'est vrai. Alors, et tu verras. Voilà. Et tu verras. Et quand tu auras lu, tu me regarderas avec un grand sourire. Tu me dis, j'ai compris maintenant. J'ai compris. Petit saligo. C'est stratosphérique. Je te jure, l'histoire, elle est trop bien. Elle est trop bien parce qu'elle te touche et parce qu'elle te parle en fait de quelque chose qui est tellement proche. Et ouais, non, je pense que ça va vraiment le faire. Bon, ok, et alors attends, tes concurrents, quels seraient vos concurrents? Quels seraient, ou en tout cas, ou alors vos objectifs? Quels seraient, tu vois, des métriques comparatives? Ça peut être des objectifs, ça peut être des concurrents, ça peut être, voilà, c'est pour essayer de situer, parce qu'on est toujours une réalité par rapport à une autre. Ce qui est bien, c'est que déjà, en termes de concurrents, on n'est pas sur un marché où je vais te dire tel jeu ou tel jeu, c'est mon concurrent. Ce n'est pas le cas. Parce qu'on est sur ou alternative. Peut-être qu'on peut parler d'alternative, tu vois. Par contre, je peux te donner des métriques. Par exemple, il y a des métriques que j'aimerais avoir rapidement. Nous, on espère avoir rapidement, mais vraiment rapidement, 100 000 joueurs. 100 000 joueurs actifs pour le jeu. C'est quelque chose que c'est pas déconnant. Hein. C'est rien de fou. Non, je sais pas. Alors, moi, je connais pas ce... Dans le marché crypto, c'est énorme parce que j'ai vu pas mal de métriques et bon, voilà, mais je pense que c'est carrément faisable. Te donner un ordre d'idée, nous aujourd'hui, on a réussi à réunir 450 000 followers en quelques mois, des vrais followers. On s'est battu pour les avoir et pour faire sortir les bots, que ce soit sur Discord et autres. Et Dieu sait que c'est pas évident, mais je préfère en avoir moins que d'en avoir beaucoup et faire du chiffre. Mais derrière, ce qu'on veut, c'est avoir la meilleure capacité de rétention pour avoir un maximum de monde. Donc, avoir 100 000 joueurs pour fédérer une communauté donc internationale, je trouve ça génial. Et ensuite, la prochaine étape, c'est tout de suite passer sur la barre de 500 000 et d'1 million pour avoir un vrai écosystème. Et là, ça nous permettra d'aller de plus en plus loin et surtout de pouvoir traduire dans de nouvelles langues suivant en fait les régions où les gens vont vouloir aller découvrir l'histoire. Demain, on voit que dans tel ou tel pays, il y a beaucoup plus de monde. On va tout faire pour que l'histoire soit traduite dans la langue et que tout soit traduit dans la langue pour que les gens ils puissent avoir un accès total dans leur langue originelle, quoi, que ce soit beaucoup plus sympa. Le jeu le plus joué au monde, tu saurais combien d'utilisateurs ça fait? Ça, c'est. J'en ai aucune idée, mais tu vois, ou Magic, ou des trucs comparatifs, ou peut-être Pokémon, ou je sais pas quels sont. Alors, en fait, le truc, c'est que c'est un peu vicieux comme question. Pokémon. Non, c'est une question d'innocence. C'est League of Legends, peut-être. C'est League of Legends ou Fortnite, non? Mais en termes de jeu de cartes. Non, en jeu de cartes, si tu prends les jeux de cartes, Magic the Gathering, c'est la référence. Tu dois avoir peut-être 30, 35 millions, 40 millions de gens qui jouent, qui ont joué. La force en fait de la blockchain et de la crypto, c'est la démocratisation
et le fait de pouvoir rendre le jeu accessible à tout le monde. Tu l'as dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est de s'adresser autant à la personne qui adore les jeux de cartes, à ceux qui aiment l'histoire. Chacun va venir piocher ce qu'il a envie. À celui qui veut spéculer, celui qui veut investir, même pas spéculer. Et tu dis, regarde, moi j'ai un peu d'argent, j'aimerais les mettre sur un projet et à récolter un bénéfice. Tu vois, il n'y a rien de mal pour moi d'investir sur Cross the Edge, acheter des boîtes, les sceller, les garder dans le futur et les revendre dans 1 ou 2 ans. Ouais. Ça c'est différent. Alors attends, par contre, sur les tokenomics, il y a des questions que j'ai pas réussi à te poser. C'était des questions toutes simples. Hein. Il y avait donc d'une part les NFT, d'autre part le token. Si on se concentre sur le token, quelle est la proposition de valeur du token? On a beaucoup parlé des NFT. Donc les NFT, je les visualise comme des cartes avec des propriétés que tu vas pouvoir fusionner, revendre avec une marketplace. Il y a toute une économie des cartes dont on pourrait parler qui va être, mais voilà, ça c'est un aspect dans les tokenomics. Sur les tokens, qu'est-ce que c'est? Il y a 3 tokens dans le jeu. Ok. Oh putain. Alors. Non, mais tu vas comprendre. Et franchement, on l'a fait d'une manière, pour nous, la plus intuitive et la plus simple. La première, on va l'appeler Gold, d'accord? Même si c'est peut-être pas son nom à la fin. Cette monnaie, en fait, tu peux uniquement en fait la gagner dans le jeu quand tu joues au jeu. Elle sert en fait à fusionner les cartes entre elles. C'est une monnaie anti-triche. En fait, elle bloque en fait les bots qui voudraient arriver dans le jeu et farmer des cartes infiniment. Une proof of work, c'est un peu. Ah ouais, En gros, nous on a fait ça parce qu'on avait déjà l'habitude d'avoir des problèmes avec les bots pour venir en fait, qui venaient en fait récupérer. Et c'est sûr et certain qu'il y a de l'argent à gagner. Tu peux être sûr et certain que ton jeu tu vas te faire piller. Donc, en créant en fait cette monnaie le gold, ça te bloque les machines qui peuvent pas en fait avoir les alternatives et pas aller plus loin. Donc, dans le mécanisme de, ne peut pas fusionner les cartes. Donc, tu n'as que des communes, ça ne te sert à rien. La deuxième monnaie, c'est le cristal. C'est donc le money inside game que tu peux acheter en fiat, que tu peux convertir aussi en city et token. Et cette monnaie-là, en fait, elle te permet en fait de stabiliser ton jeu sur une value où ton mine va coûter le même prix, le paquet de cartes va coûter le même prix, les packs, bref, ça va te donner vraiment un accès identique tout le temps. Et ensuite, tu as le city et token. C'est cette monnaie qui va être spéculative, qui va augmenter. Au plus elle va être demandée et au plus elle va augmenter, ce qui est tout à fait logique. Elle va avoir un montant au début qui va être comme tous les projets de quelques centimes, et ensuite elle va monter en flèche. Moi je compte en market cap, donc il y a un launch, il y a quelque chose, il y a une supply et une valeur unitaire, et donc ça donne une market cap. Au launch, qu'est-ce que c'est les ordres de grandeur? Alors, il y a tout sur le. On n'a pas encore mis en public, si je dis pas de bêtises. Si, peut-être, attends, j'ai pas. Attends, j'ai regardé. Il est sur le. Token distribution, je peux partager. Hein. Vas-y. Alors. J'ai pas 2 écrans, donc c'est un peu plus lent. Je n'ai pas de souris en plus. Enfin. Economics. Je crois que c'est là qu'on attaque le dur, là, non? Ouais, parfait. Donc, tu as 1 milliard de city et token, 25% pour le fundraising. Est-ce qu'il y a un prix public, initial peut-être ou Alors, il y a un prix, en fait, il y a un prix pour la pre-sale qui va être de 13 centimes. Ok, voilà. Ben ça, tu vois, c'est des trucs qui, moi, me permettent de me repérer, tu vois. Ça fait un full diluted value à 130 millions, 30 millions. Et avec une circulating supply, ça, je sais pas, parce que ça dépend de comment c'est délivré dans le temps. Alors, on est loqué, nous, enfin, en tout cas, toute l'équipe, ouais, voilà. toute l'équipe, tous les investisseurs sont loqués sur 3 ans. Nous, on est loqués sur 4 ans. Ouais, tu le vois, regarde, voilà. 4 ans et 3 ans. Tu vois, donc, on n'a pas rigolé sur la période de vesting et sur la période de lock-up. L'unlock, il est linéaire, il est comment? Il est par palier bon. Il est mensuel. Ok, donc au départ, c'est les pre-sales. Donc, en fait, ça, tu arrives avec une. Et puis ensuite, ça arrive progressivement, quoi. C'est ça. Pour éviter qu'en fait tout arrive sur le marché et ça permet en fait de garder une bonne. Bon, écoute, de toute façon, il y a toutes les informations nécessaires et disponibles dans la doc, donc dans le white paper.
Ici, c'est donc ça, c'est les tokenomiques relatives aux jetons, le CTA. Alors ça, tu vois, je sais pas, moi par exemple, ça me permet aussi de me situer, c'est-à-dire c'est difficile à comparer parce que je sais pas s'il y a des projets crypto, hein, on va dire, qui soient comparables. Tu vois, des Axie Infinity, je sais pas si c'est vraiment comparable. Tu vois, c'est difficile, tu vois. Mais moi, quand j'essaye, je suis pas forcément de l'univers des jeux, j'essaye toujours de comparer. Bien Bon, sûr, les Axie, les Sandbox, tout ça, c'est des milliards, hein, je sais, bien sûr. en valorisation. Après, je pense qu'ils ont des belles bases. Je ne saurais pas dire le nombre de joueurs actifs des jeux blockchain les plus utilisés, tu vois. Je ne saurais pas dire ça. C'est sans doute Axis C'est assez Infinity. compliqué, Parce que hein. ça, C'est assez compliqué à avoir, enfin, les vrais chiffres, hein. Je veux dire, tu peux avoir en fait une idée, un range entre les gens qui sont. mais Euh, un range, c'est pas mal, hein, mais je sais pas, je les connais pas, je suis pas spécialiste. Alors ça, justement, c'était une autre partie des questions que j'avais, parce qu'il y a toutes les questions, évidemment, par rapport au jeu. Il y a une question par rapport à ces univers des NFT. Donc, je crois que toi, tu es un NFT maximaliste, c'est-à-dire que ouais, tu es quand même, autant tu aimes les jeux de plateau, autant tu es entré dans les cryptos. D'ailleurs, je sais pas, est-ce que tu as raconté comment tu étais entré dans les cryptos? Je ne crois pas. Est-ce que par les cryptos, par les NFT, ça, je sais pas. Mais il y avait toute moi, cette partie-là, parce que, effectivement, dans le jeu, moi, souvent, je le compare, en fait, tu le compares à ce qui existe déjà et ça te permet de donner des idées voilà, des grands volumes, hein. Ça ne donne jamais la vérité, mais ça permet de se situer un peu. Et donc, moi, je serais curieux aussi de savoir ce qui t'intéresse, en fait, dans le marché crypto. Comment tu en es venu au crypto? Quelle proposition de valeur ont pour toi les NFT? Enfin, qu'est-ce qui te plaît dans les NFT, tout ça? je trouvais génial. Enfin, donc moi, j'ai découvert les cryptos. Enfin, je connaissais depuis plusieurs années parce que j'étais détenteur de Bitcoin depuis, je sais pas moi, 2013. Je faisais des échanges déjà de cartes Magic de Ah, Bitcoin. Je les avais bien gardés au chaud, donc ça, c'était pas mal. Parce que la première plateforme, bah, c'était une plateforme de Magic, hein, qui faisait des échanges avec les oui, Bitcoins, hein. ben, Mangox. Ben ouais, c'est qu'ils connaissent un petit peu l'histoire. Donc, quand je faisais des échanges, je me rappelle, j'en avais récupéré, mais tu sais, mais vraiment de mauvais cœur. Je dis, ah, mais t'as pas d'argent? Il me dit, non, j'ai que des bitcoins. Je dis, bon, ok, je les ai pris, mais vraiment de mauvais cœur, hein. Donc, j'ai récupéré un peu quelques-uns au cas où. Ça m'a été très utile avec le temps. Je suis assez content de les avoir récupérés au final. Donc, si tu m'entends, merci beaucoup. À côté de ça, donc du coup, je n'étais pas non plus, enfin, tu vois, réfractaire, mais je connaissais pas les NFT. Et je sais qu'il y a 2 ans, quand on m'en a parlé la première fois, ah, j'ai dit non, non, moi je fais une capture d'écran, c'est bon. J'en veux pas de ce truc-là. Je vais pas payer pour avoir une image virtuelle, une image digitale. Mais tu comprends pas, c'est des certificats, c'est dans la blockchain, et tu es le seul dedans, tu as l'authenticité. Et en fait, je me suis pris au jeu parce que je trouvais ça tellement génial de pouvoir valoriser le travail d'un artiste et de rendre au final, en quelque sorte, tu vois, le pouvoir aux artistes, que bah, j'ai décidé en fait de me monter ma propre galerie. Et c'est rigolo parce que, tu vois, au fur et à mesure, je me suis créé mon compte sur Insta où je commence à expliquer un peu pourquoi est-ce que je suis tel et tel artiste. Et au final, bah, ces artistes, c'est des artistes bah, de beaucoup de CTA, beaucoup de gens en fait en qui bah, j'aime leur travail, tu vois, et je suis content de les soutenir. Et je trouve ça vraiment génial de pouvoir partager ça au fur et à mesure. Donc, comment j'ai fait? Bah, ça s'est fait naturellement, hein. Aujourd'hui, je pense que ma plus grosse dépense, c'est ça, c'est des NFT. J'achète des NFT. ah, J'ai été early, j'ai acheté du Ape, du Mutant. On a acheté assez early, donc c'était je l'ai vu dans ton, ouais, sur ton compte Twitter, hein, tu le marques, là, Bored Ape Yacht Club, peut-être un ouais, truc comme ça. Enfin, ouais. J'en ai acheté quelques-uns. Je les ai pas tous mis parce que je les ai même mis sur un autre compte. Je me dis, on sait jamais si je me fais hacker, au moins que je les perde pas tous, tu vois. Mais sur mon compte général, en tout cas, je partage une majorité des arts enfin, des artistes que je soutiens. Je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Et c'est même pas pour du flip, je fais même pas ça pour de la revente. Je fais vraiment c'est ça. par la collection, toi. Ouais, 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 ouais. C'est par la collection, en fait. Ah, moi, je m'en fous. Moi, je vends pas. Moi, je suis un super. Je vais te raconter une anecdote. J'ai des boîtes Pokémon de la première édition, scellées. Et Magic, j'ai 1400 boîtes Magic scellées. Je t'enverrai une photo. Oh, C'est ma vie, mec. Le mec il me dit, mais t'es débile, pourquoi tu vends pas? Je dis, mais parce que j'ai pas besoin d'argent. Mais déjà petit, je faisais ça. J'étais un holder, tu vois. Dès que j'avais un truc. donc, tu as un côté accumulateur, ouais, Ah collectionneur, ouais, accumulateur. Ouais. ah ouais, moi j'adore faire ça. J'adore garder. J'aime pas vendre. Ça m'énerve. J'aime bien garder. Et tu as retrouvé, donc, du coup, en passant de. Parce que toi, donc, tu viens du monde physique, de cette collection des objets physiques, tu as retrouvé ce plaisir, en fait, dans la collection, dans le milieu des NFT. Ouais, Le... Ouais, ok. ouais. J'ai trouvé parce qu'il y avait quelque chose que je trouvais vraiment génial dans les NFT, ce qu'on n'avait pas dans la collection physique, c'est que bon, déjà de une, tu pouvais pas abîmer tes cartes, tu vois, ou ton art. Ton NFT, il était nickel.
dans les cartes physiques, c'est pénible parce que tu vas acheter un truc, s'il n'est pas bien centré, s'il est un peu abîmé sur le coin et ainsi de suite. Enfin, en plus, moi, je suis un super maniaque. Et du coup, quand tu l'as parfaite, déjà, tu sais qu'elle est tout le temps parfaite. Ça, c'est bien. Le deuxième truc, c'est que tu la mets sur un wallet et on ne te la vole pas. Tu n'as plus la pression de se dire, je vais la mettre dans un coffre, je vais la mettre là parce que ça vaut tant et ainsi de suite. Et il y a aussi le fait de te dire, bon, ben voilà, aujourd'hui, tu as quelque chose sur un NFT, par exemple, tu peux être tout seul à l'avoir. Quand c'est l'art, tu vois, d'un artiste, tu es le seul au monde à le détenir. Et je trouve ça mais juste incroyable, tu vois. C'est pas de l'ego, attention, hein. C'est juste de se dire, tu vois, moi je soutiens un tel artiste, je suis trop content d'avoir ce tableau-là et je sais que je suis le seul à l'avoir. Et du coup, tu vois, ça peut être un héritage, tu peux le transférer à quelqu'un d'autre. Là où dans les cartes de jeu, tu as quand même, allez, si c'est Pokémon, la première série, un Dracofeu, il en existe 2000. Si c'est des cartes Magic en alpha, il existe 1100 rares. Donc il y a quand même beaucoup de gens qui vont les avoir. Ben là, tu as des œuvres uniques. Et en plus de ça, ça donne vraiment une vraie valeur à une œuvre digitale où à l'époque, eh ben, tu n'allais pas lui donner de valeur. Tu vois, tu disais quoi à Oui, l'époque? oui. Le mec te dit, moi j'ai fait un truc sur ZBrush, j'ai fait un truc sur Photoshop, j'ai fait un truc avec du digital. Bravo. Ça vaut rien. Non, enfin, je sais pas. Et ça a bien changé. Hein. Si tu regardes Beeple, je crois que c'est 60 millions. Hein. Donc, Ouais, grave. grâce au Grave. NFT, l'art numérique en fait a pris de la valeur. C'est vrai que c'est étonnant. Ouais. Donc toi, c'était plus par rapport à l'art. Ah ouais, moi je suis Et même, tu vois, même là, tu vois, regarde, j'ai un tableau derrière moi, là c'est du Aola. Enfin, ouais. même chez moi, tu vois, j'ai toujours été un fan de l'art, enfin, depuis petit, ça m'a toujours plu. Et franchement, j'ai retrouvé ce que j'achetais dans une toile, je l'ai retrouvé dans du NFT. Et je trouvais ça vraiment bien, je trouvais ça génial comme concept. Alors, je sais qu'il y a des gens, des fois, ils s'énervent. Ils disent, mais t'es débile, je reçois des messages, mais t'es stupide, pourquoi tu fais ça? Bah, après, je fais ce que je veux, tu vois. Oui, alors moi, tu sais, j'ai une règle. Hein. C'est avec mon cul et mon argent, normalement, c'est moi qui décide. Hein. Ouais, Donc, la prochaine fois qu'on me dit ça, je vais lui répéter ça. Là, pareil. Alors, ouais, voilà. Enfin, voilà. en tout cas, c'est ce que j'espère. Hein, mais... Non, mais c'est clair. Non, après, tu fais ce que tu veux. Moi, je suis content. Ben, regarde, j'ai gagné de l'argent, je le rends. Et alors, je suis content, moi, de le partager. Oui, oui. Et, ok, mais alors moi ça me plaît beaucoup. Est-ce que tu t'es mais justement dans le milieu des play to earn ou alors moi j'explore mais je suis pas très très connaisseur du marché. J'aimerais être meilleur hein, dans le marché des NFT, des play to earn. Donc il y a Cross the Edge évidemment. Hein, je veux dire, tu considères comment tu le qualifierais? C'est un play to earn? Mais, C'est mettre des mots, c'est mettre des étiquettes. Hein, c'est ouais, jamais parfait. pour Mais Crozier, j'aime bien dire que c'est un play and earn. Pas pour faire, tu sais, on est différent, mais plus, c'est pas tout. C'est pas un jeu ouais, pour c'est gagner. end. Ouais. Ah là, tu vois la différence. Play and earn, et là, déjà, juste le mot, c'est pas la même chose. Parce que, tu vois, ça ne ramène pas la même personne. Un play to earn, ça ramène un mec qui veut gagner de la thune. Un play and earn, ça ramène un mec qui est un passionné, un mec qui se régale, il va passer du temps, mais il va être trop content. Parce qu'en plus, tu vas lui dire, mais en gros, il va te dire, mais que tu me donnes de l'argent ou pas, je m'en fous, je suis tellement bien, je m'éclate tellement. Et tu dis, ben non, ben tiens, prends cet argent, on te le donne, prends-le. Voilà, ça c'est un play and earn. C'est un peu notre logique et notre manière de faire. Il est mort de rire. Non, mais c'est vrai, je te jure. Et t'en as essayé d'autres, tu vois, je veux dire, t'en as avec d'autres peut-être propositions de valeur, parce que je sais que moi, les gens qui viennent du milieu du jeu vidéo, souvent ils sont déçus quand même par le gameplay des jeux Moi, on-chain. Enfin, j'ai été frustré. Alors, je ne vais pas dire les noms parce que je vais me faire allumer par les personnes. Parce que les gens, je c'est qu'on connais. aime ça aussi. Oh, je vais me faire allumer, je te jure. Je n'ai pas trop envie de dire les noms. Je te jure, je sais que je recevrai un message dans le Récumi. Je vais déjà en recevoir quelques-uns là. Mais non, non, pour moi, l'expérience dans le jeu, elle est pas top. Enfin, c'est pauvre. Hein. Il y a pas beaucoup de jeux où tu as une expérience dans la crypto. Franchement, on va pas se mentir. Hein. Il y a pas beaucoup de jeux dans la crypto où tu dis waouh, alors ça, c'est extraordinaire. Mais c'est normal. C'est normal, c'est en train de se professionnaliser. Il faut du temps. Enfin, tu sais, c'est quand même des budgets qui sont extrêmement importants. En fait, c'est pas que le jeu qui pose problème. C'est la combinaison en fait du jeu et de la crypto en même temps pour faire allier les deux ensemble. Du coup, quand on te sort des jeux, on te dit ce jeu-là, c'est un triple A, ça sort dans 2 ans. Ah non, c'est 3 ans maintenant. Ça peut pas, ça marche pas comme ça. Il faut savoir que déjà, des coûts pour faire un triple A, c'est extrêmement important. Mais extrêmement important. Et à côté de ça, ces gens. Excuse-moi, qu'est-ce que c'est un triple A? Enfin, c'est la meilleure notation, C'est mais un jeu de la plus grande échelle La plus grande échelle, c'est la meilleure. C'est comme c'est la notation. C'est la meilleure notation possible. Assassin's Creed, c'est un triple A. Tu ok. vois, Call of Duty, c'est un triple A. Cyberpunk, c'est un triple A qui a foiré son lancement, par exemple. Parce Il que faut remettre en lancement et qui revient en force. Tu vois, il revient en force parce que, enfin, tu vois, derrière, c'est pas n'importe qui. Enfin,
c'est des projects. Pour Des moi, projects. c'est une des plus grandes boîtes au monde. Hein. C'est des génies. C'est les mecs de The Witcher. C'est pas n'importe qui est derrière le projet. On les a poussés. Ils ont travaillé 6 ans sur un projet. On les a poussés Wow. sur le jeu. Mais on les a poussés. Ils ont retardé le jeu parce qu'ils savaient que c'était pas bon. Mais derrière, tu as toujours des investisseurs. Il a dit il faut sortir maintenant, maintenant, maintenant. On leur a mis la pression comme jamais. Ils ont sorti un jeu qui n'était pas fini. Ils se sont fait allumer parce que la compatibilité PS4, PS5, c'était pas à la hauteur d'eux. Ils ont dû rembourser énormément de personnes parce que Moi, l'expérience. je me suis remboursé sur PC. Hein. En plus, j'étais sur PC. C'était pas au point. C'est du foutage de gueule. Et franchement, là, je regarde maintenant. Alors, c'est vrai, tu as raison, t'as raison. Ils ont raté, ils ont foiré leur lancement. Le jeu était 1 milliard d'euros de budget. Ah ouais, mais c'est normal. C'est normal. Après, ils attendaient. Enfin, à l'époque, c'était GTA qui avait fait T'imagines le budget de quoi on se parle? Ils viennent de dire 1 milliard. GTA 5, c'était 200 millions. Destiny, c'est 150 millions. Tu peux pas faire un triple A, tu peux pas venir comme ça. Et ces mecs-là, ils ont des équipes en interne. Ça veut dire qu'ils ne payent pas la surcote. Toi, tu es un projet crypto. Tu vas me payer une société, d'accord? Tu vas payer une société pour faire un jeu. Tu as 20 millions. Tu communiques, toi, sur tes coûts? Sur vos coûts, par exemple? Sur le budget? Alors, on n'a pas encore eu l'occasion de le faire. La chance qu'on a, nous, en fait, c'est que comme on a internalisé tous les postes et qu'on a pris les gens et qu'ils sont en interne, ça nous coûte beaucoup moins cher que n'importe qui. C'est que des employés. Mais c'est quand même en millions. C'est quand même en millions. Ouais, mais c'est pas du centaine de millions, tu vois. C'est pas du. Là, quand tu es sur la. Non, mais sérieusement, quand tu es sur un budget de 5 millions annuels, c'est bien, tu vois. Pendant 3 ans, ça te fait 15 millions, tu es content, tu vois. C'est honnête. C'est déjà honnête. un beau projet. Hein. Mais tu vois, c'est honnête. C'est honnête. C'est réalisable. Surtout que, tu vois, après, il y a un développement. Si ça marche bien, tu peux faire la suite avec ce qu'on a prévu pour la suite. Ça va aller dans le. Il y a une cohérence à avoir. Pourquoi on commence par un jeu de cartes? Enfin, c'est pas qu'un jeu de cartes, Cross the Edge. C'est réducteur de dire ça. C'est le début, le jeu de cartes. C'est l'entrée dans l'univers, le jeu de cartes. C'est beaucoup plus que ça. Mais il faut commencer par quelque chose et pas faire une fausse promesse en disant je vais te sortir le nouveau Call of ou le nouveau truc, alors que tu sais très bien que ça ne marchera pas. Parce que les coûts dans la crypto, pour la partie mathématique et la partie en fait sécurité, elle est extrêmement chère. Parce que derrière ça, tu as des trucs de fou, tu as une partie que tu n'as pas à gérer dans le jeu vidéo normalement. Et il faut, en plus de ça, créer ta marketplace et pouvoir en fait rendre donc les tokens, pouvoir les vendre, les interchanger, créer des marketplaces. Il y a tellement de points à solutionner que tu Après, dis... si ça marche, ça doit être un super business model parce que je crois que l'industrie des jeux a dépassé celle du cinéma. Oui. Donc, je veux dire, s'ils ont des coûts, si les AAA, ils engagent des coûts de 1 milliard, c'est forcément pour être en profit à la fin. En tout cas, c'est ce qu'ils souhaitent. Benoît, donc, ce que je veux dire, c'est que c'est. Ouais. Moi, j'ai une question. Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucun éditeur de jeux vidéo qui est dans la crypto, qui sort un jeu en crypto? Il n'y a personne. Hein. Parce que je pense que c'est un coût relatif, c'est-à-dire que quand tu as déjà quelque chose qui te produit, je veux dire, de l'argent et qui est fiable, renoncer à un revenu sûr pour se lancer dans quelque chose d'expérimental, c'est peut-être plus incertain pour les pros. Moi, je pense pour les plus gros. Moi, je pense que certains gros, pas tous, parce qu'ils n'ont pas cette agilité-là, mais quelques-uns vont arriver dans l'année à venir ou dans l'année qui va suivre, et ça fait déjà un moment qu'ils sont en train de travailler dessus. L'expérience, ça ne sera pas la même. Hein. L'expérience, ça va être très, très. Oui. Elle va être très haute. haute. Très haute. Et oui, qui peut le plus, peut le moins. Qui peut oui, mais attends, là, quand tu as un studio Intel et qui arrive avec un budget. Bah, regarde Niantic. Niantic, ils vont développer leur métaverse. Là, ils sont en train de développer. Ils ont levé 300 millions hein, pour la partie métaverse. C'est pas rien. Hein. Là, tu comprends que l'expérience Pokémon dans le métaverse, là, 300 millions, t'es bien, quoi. T'as de quoi faire. Attends, j'ai envie de t'embêter. Et toi, t'as pas peur ou tu t'en moques justement des gens comme l'univers Pokémon, ces gens-là, ils arrivent dans. Parce que moi, c'est une question, effectivement, c'est une très bonne question. C'est pourquoi n'y vont-ils pas? Ils ont des communautés qui sont monumentales, ils ont un beau narratif. C'est pas pareil. Hein, je veux dire, il existe dans le monde des jeux vidéo. C'est pas parce qu'il y a 3 jeux que je veux dire, il n'y a pas de marché. Au contraire, c'est un marché qui grossit. Et donc, ouais, c'est vrai que tu penses. Alors, toi, tu le prendrais comme une bonne nouvelle, comme une mauvaise nouvelle. Pourquoi ils viennent pas? Je te retourne la question parce qu'elle est bonne en fait. Non, moi je trouve que déjà de une, c'est une très bonne nouvelle. Je pense que c'est une question aussi d'agilité. Quand tu es une grosse boîte, tu peux pas prendre des décisions aussi hâtives. Tu es obligé en fait de voir comment le marché il va évoluer, d'avoir certaines métriques et de comprendre en fait comment ça marche avant de lancer un projet et un proto. Lancer un projet et un proto,
pour une série, pour une compagnie en fait internationale, que ce soit Activision, EA, Ubisoft ou n'importe quelle boîte, ça vaut une somme très importante. Du coup, tu vas pas comme ça en lançant n'importe quel projet, mais aussi l'image derrière, parce que il faut réussir à faire en sorte que le projet il parle à tout le monde et que le premier qui va se lancer, tout le monde va suivre aussi derrière. Hein. Et Et du coup, si tu fais un carton, ils viendront. C'est ça. Il faut qu'il y ait un, il faut qu'il y ait un gros, il ouais, faut qu'il y ait un gros succès pour que ça excite je, je- d'autres. je- je pense que comment ça s'appelle, peut-être même avant, qui sait. Pourquoi t'as des. Alors là, tu fais tes mystérieux là. Non, 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 Il y a mais quelque peut-être même chose dans ta avant. boucle de Non, 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 cristal. mais après, quand il y a des studios, il y a plein de studios qui ont commencé à investir sur des projets crypto. J'ai rien dit, il n'y a pas de mystère, il y a rien de foufou dans ce que je Non, viens de non, dire. non, 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 mais c'est parce que si t'avais dans ta boule de cristal, tu vois, des gros studios qui ont un projet de jeu, ou je te dis, moi, je suis pas spécialiste de ce marché-là, hein. Donc c'est pour ça justement que je suis heureux de Moi, discuter avec. c'est quelque chose, moi ça me plaît parce que ça m'intéresse et que enfin, je suis un super geek et que c'est vraiment, enfin, tu vois, je passe mon temps à farfouiller, j'aime bien voir un peu ce qui se passe, j'aime voir l'évolution, pourquoi est-ce que les gens font et ne font pas. Je pense que la blockchain et la crypto, ça apporte quelque chose de tout nouveau, hein, ça apporte quelque chose c'est des possibilités illimitées. Moi, je trouve ça fou. C'est comme ceux qui communiquent en fait, tu vois, l'école, c'est ces leaders d'opinion. Tu vas voir un influenceur dans les chaînes YouTube et tu regardes un mec dans la crypto. Tu t'es trompé, mon gars. Tu t'es trompé de chien, c'est pas possible. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est pas la même chose, c'est pas le même métier, c'est pas les possibilités pour quelqu'un qui parle de cet univers-là, à mon sens, hein, c'est illimité, c'est fou. Tu peux tout faire. Mais, Là où mais t'es... tu sais qu'il y a eu du bashing pourtant dans le monde des jeux vidéo par rapport aux NFT c'est Ouais, encore, je veux dire, un peu comme énormément. chien et chat, comme Et c'est ça le problème. Et c'est ça le problème. C'est pour ça que les gens ne viennent pas, parce qu'ils ont peur de un risque d'image. Mais ouais, bien sûr. Et franchement, moi je pense que, en fait, le problème, c'est que beaucoup de gens parlent, mais ne comprennent pas. Ne comprennent pas à quel point, tu vois, il y a une utilité derrière. Attention, hein, là, je ne te parle pas en tant que chef d'entreprise, CEO, Crozier, je te parle en tant qu'être humain. Putain, mais tu t'imagines quand même que tu Tu joues à sais, un jeu. tu sais que s'il fallait comprendre les sujets desquels on parle, il n'y aurait pas de politique, hein. Je veux Ouais, dire, il y aurait beaucoup de gens, il y aurait beaucoup de gens muets. ouais, non, c'est Donc, clair, c'est clair, c'est clair. Non, mais franchement, ouais, c'est fatigant. C'est fatigant parce que beaucoup de gens, ils ont aucune connaissance du sujet. Tu dis, ouais, on se fait piller, les NFT, ils sont là pour faire un max de fric, et tu comprends, c'est nul, je m'insurge, putain. Ok, je ne suis pas là à juger, à commenter. Je peux juste te dire que les NFT, à côté de ça, ça peut te donner la possibilité de valoriser du temps, de valoriser du temps de jeu. Je suis désolé. La majorité des jeux, mais, tu joues, tu as joué, c'est fini. Tu n'en tires rien du tout. Et là, tu peux mais attends, vraiment. j'ai une dernière question. Mais par exemple, j'ai un exemple concret. Enfin, j'ai des questions concrètes, j'ai des départs de réponse. Mais qu'est-ce que les NFT te permettent de faire que tu ne pourrais pas faire sans? Donc déjà, je pense qu'il y a la location des cartes, ça le facilite. Qu'est-ce que, tu vois, toi, Regarde, en juste quoi, simplement, dans un monde, ouais, par rapport au jeu, là, par exemple, prenons Crossy Edge. Tes NFT te permettent de quoi? Tu joues à que tu Crossy Edge. pourrais pas faire sans. Bah, acheter, déjà vendre tes cartes. Enfin, dans quel jeu tu peux vendre tes. Normalement, tu avais ton jeu, tu l'as acheté. Mis à part le vendre à Micromania ou d'aller le vendre à un cash express, tu fais rien de ton jeu, hein. Si tu l'as pas acheté en digital, si tu l'as en digital, tu peux te le carrer ton jeu, tu vois. Là, par contre, tout ce que tu as dans le jeu, tu peux le vendre. Tout. Tes équipements, tu peux les vendre. Tes cartes, tu peux les vendre. Tu peux vendre tout ce que tu as au moment où tu l'as voulu. Tu les mets au prix du La marché. market, la marketplace, tu n'es pas propriétaire de la marketplace. Si tu es propriétaire, c'est parce que ça, c'est une des Nous, différences aussi. nous, Ça se vend où sur notre marketplace. Ok, mais ça serait compatible avec des standards, je veux dire, parce que Polygon, moi je sais qu'il y a OpenSea par exemple, qui a une Aussi la mettre sur extension. OpenSea. On a ouvert aussi pour pouvoir mettre sur. En fait, ce qu'on veut pas, nous, c'est avoir un monopole en disant aux gens, ben voilà, nous, ta carte, on la garde. Ben non, on veut pas faire ça. Tu as ton wallet, tu veux la mettre sur OpenSea, tu la mettras sur la collection certifiée de Crozier et tu la vendras sur OpenSea. Ou tu peux la vendre chez nous. Ce sera toujours plus Ok. avantageux de la vendre chez nous que de la vendre chez OpenSea, mais jamais on forcera quelqu'un à rester sur la marketplace du site. Donc ça, déjà, tu peux la Donc ça vendre. déjà, c'est une différence. Ah ouais, c'est C'est une important. différence parce que s'il y a du business, tu vois, d'objets numériques dans les jeux, en général, ils se font uniquement sur la place, enfin, c'est propriétaire. C'est dommage. Moi, je pense que c'est réducteur parce que l'exposition que tu peux avoir ailleurs, c'est beaucoup mieux. Et surtout, cette liberté de dire aux gens, tu es libre de faire ce que tu veux. Je ne t'impose rien, pour de vrai.
pas une illusion d'un choix en disant aux gens, bah, regarde, peut-être que, mais en fait, tu vas rester. Non, non, sérieusement. Tu peux vraiment le faire sur OpenSea, fais-le, il n'y a pas de problème. Okay, c'est sympa. D'autres exemples? Donc, il y a tout Ouais. le marché, en fait. Alors, il y a le marché. Il y a le que... marché de la location, pardon, excuse-moi, il y a le marché de la location où tu peux louer tes cartes, ça c'est quand même assez nouveau. Et il y a le marché aussi de la compétition. Attends, mais le marché de la compétition, c'est un truc de fou. Tu sais que par exemple, il y a des gens qui vont jouer, qui vont avoir plus qu'un salaire en jouant à Cross the Edge parce que c'est des bons joueurs, comme tu vois, des champions quand ils jouent à un jeu. Là, c'est leur job. Si tu fais quoi dans ta vie, ben, je joue à Cross the Edge. Pourquoi? Parce qu'ils vont être sponsorisés par des équipes. J'ai des boîtes, j'ai des sociétés moi qui m'ont contacté, qui m'ont dit, écoute, nous, on est prêt à financer des joueurs de Cross the Edge. On veut notre équipe. Des gens qui ont investi sur le projet, ils disent, on veut notre équipe. On veut les meilleurs joueurs. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir tout un intérêt aux gens de dire, bah, regarde, nous, on représente telle boîte, nous, on représente telle boîte, nous, on représente telle boîte. Je trouve ça génial parce que ça va donner du job et ça va créer toute une économie. Il y a énormément de gens qui vont jouer au jeu. Donc, il y a énormément de moyens, tu vois, dans Cross the Edge de pouvoir générer grâce aux NFT. Parce que c'est toujours grâce aux NFT. Si tu n'as pas de NFT, tu ne peux pas avoir de jeu, tu ne peux pas jouer, tu ne peux pas faire des compétitions. C'est toujours la même chose. Et je sais pas, tu vois, tu as quand même des compétitions dans le monde du jeu vidéo. Donc, Ouais. est-ce que c'est le NFT qui fait, est-ce que c'est la marque ou est-ce que c'est le NFT, tu vois, je veux dire. Alors, pour le coup, si tu veux faire des compétitions, là, tu vois, il va te falloir, tu vois, du token city, tu vois, il va te falloir être dans l'économie du jeu. Si tu peux pas, bah, tu peux pas le faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, en fait, la nuance, elle est là. Là, dans le strict, la réponse stricte de ce que tu m'as dit en me disant qu'est-ce que le NFT te permet pour répondre simplement, te permet déjà de le vendre à n'importe quel moment, quel que soit le format, et de le louer. Ça, c'est le truc le plus simple possible et imaginable. Tu vois? Pour des objets numériques, ce qui Pour n'est les objets numériques. Pour les objets numériques, là où normalement, ils n'ont pas de valeur. Là où normalement, coachy. Et c'est une économie naissante. Ben écoute, moi je suis quand même curieux. Hein. Je suis curieux de voir comment ça va se développer. On n'oublie pas les 100 packs, hein, les enfants. Ah Hein. ouais, Ça, non, non, c'est non. à noter. Ça, Écoute bien, voilà. moi, j'ai une règle d'or. Hein. Je ne mens pas. Même si c'est chiant parfois et ainsi de suite, si je dis quelque chose, je le fais tout le temps. Et ça me fait super plaisir en plus, vraiment. Déjà, vous m'avez accueilli plus d'une heure et quart. Il fallait me supporter. Il y a toujours Non, c'est vraiment un plaisir. T'es toujours là ou pas? T'as toujours la passion ou c'est descendu un peu? C'est descendu, non, un peu? À moi? Non, Ouais. non, 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 moi ça va. Moi la passion elle est toujours là, t'inquiète Ah, pas. ça va, cool. C'est. Cool. Cool, cool, Non, cool. non. Non, non, et même, moi, je suis super content de partager, enfin, tu vois, de partager ça, parce que c'est quelque chose qui me plaît. Enfin, moi, je suis à fond. On sent franchement parmi les intervenants, la communication, on sent qu'il y a une passion, il y a un background, et tu t'es pas entré dans cet univers des cartes il y a une semaine, quoi. Il y a quand même un Ouais, minimum de... ouais. Ouais, merci beaucoup. Bah, de toute façon, je pense que c'est ce qui fera la différence. Hein. Je crois que quand on fait les choses avec amour, on met une empreinte dessus. Et je pense que, tu vois, là, je vous parlais des énigmes et ainsi de suite. Enfin, tu vois, comme on se régale avec les mecs de la boîte à le faire, à créer ça. Et je trouve ça tellement génial. Si un jour vous avez la chance de partir sur le Télégramme français, vous allez rigoler, vous allez voir. Hein. Vous allez partir, revenir quelques minutes, vous allez avoir des centaines de messages comme ça en attente. C'est super, c'est incroyable. Donc voilà, merci, voilà, j'en profite pour dire merci à toute cette communauté, à tous ceux qui vont arriver grâce à vous. Bah, bienvenue dans l'aventure Cross the Edge. Et ouais, ça commence là, quoi, tous ensemble. Ben écoute, merci beaucoup. Hein. Merci à vous. Je cherche juste le lien du Telegram pour le partager dans le chat. Trop bien. Alors, tu sais, nous, on a pour tradition, donc là, on arrive à la fin de l'émission, et c'est, bon, on a évidemment, beaucoup parlé de Cross the Edge, c'est normal, tu es invité pour ça, donc tu nous as donné envie, il y a les 100 packs, là, on a tout ce qu'il faut, hein, il y a les liens, le site web, la communauté, chacun peut jouer, ce qui est Play and Earn, et en plus, voilà, c'est free to play, ou alors très peu coûteux, je veux dire, un pack, c'est, je veux dire, le coût minimum, l'investissement minimum pour s'intéresser au jeu, c'est combien? Ah oui, il y avait une question quand même, sur quel Alors, support ça va être? Sur Mac, sur téléphone, sur le support pour accéder au jeu? tout. Tout support, voilà, Ouais, multi-support. Ah ouais, on Et le rigole. coût minimum, t'as dit, pour s'impliquer? En fait, rien du tout. Zéro, mais vraiment zéro. C'est pas un faux zéro. Avec 0 €, absolument rien. Après, je disais le coût minimum du paquet, le premier paquet, il est à 3 $, mais tu n'es même pas obligé de prendre un paquet. C'est ça que je trouve génial. Ce que je voulais depuis le début, c'est dire aux gens, quel que soit ton âge, si tu as une connexion, tu peux aller sur l'application, jouer au jeu gratuitement. Mais vraiment, en ne te demandant absolument aucune contrepartie. Tu peux vraiment jouer et aller dans le jeu et gagner des cartes avec rien du tout.
Ça, c'est génial, je trouve. Donc ça au final, c'est le message. C'est-à-dire que chacun pourra expérimenter le jeu, se faire son propre opinion Ouais, pour rien ou pour très peu. Donc ça, c'est déjà, ouais, ça n'a pas de prix. Voilà. ouais, Et ouais. ensuite, libre à chacun de s'investir à la hauteur qu'il entend. Ça, c'est du ressort personnel. Voilà. Mais C'est- donc, bon, moi, ça me plaît beaucoup. Et dans la tradition qui consiste, tu sais, sur la fin de l'émission, c'est on parle beaucoup de projets. Est-ce qu'il y a d'autres projets en dehors de Cross the Edge qui, toi, attirent ton attention? Et alors là, ça va être un cas particulier. Ça va être que ce soit dans les cryptos ou hors crypto. Ça peut être dans la collection de cartes et gaming, ce qu'on ne fait jamais d'habitude, mais tu vois, donc ça peut être évidemment dans le milieu crypto ou milieu NFT, où tu vois, tu as parlé d'artistes, je veux dire, donc de choses que toi tu aimes et que tu aimerais partager, voilà, qui sont pas forcément liées à Cross the Age. Et voilà, des petits coups de projecteur, tu vois. Ça peut être un coup de gueule, sinon. Nous, c'est le coup de cœur et coup de gueule. Donc, tu choisis. Soit tu balances une grenade, soit, soit tu donnes un petit coup de projecteur sur quelque chose. Euh, sur les coups de projecteur, j'ai deux, trois trucs, enfin deux, trois projets. Donc le premier, donc les deux premiers, donc le premier est sorti, donc c'est Retrib. C'est un projet que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Je trouve ça génial, enfin, technologie fantôme et je trouve ça tip top. Le deuxième qui va sortir, c'est Social, Ah oui. réseau social, enfin, fan de l'entrepreneur qui est derrière et fan du projet. Vraiment, c'est un truc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai comme pratique toujours la même d'investir sur l'humain avant le projet. Parce que pour moi, la réussite d'un projet, elle est liée à la personne qui est derrière le projet. Donc, ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et, ouais, super impatient de voir la suite. Et parmi les projets qui sont déjà en ligne, qui sont déjà live, il y en a certains que tu aimes bien, des projets crypto particuliers que tu apprécies? Ben, j'ai suivi énormément de. Alors moi, comme je suis vraiment NFT à fond, je passe ma vie à regarder un peu tous les projets donc NFT. J'ai regardé un peu toutes les collections qui sont sorties. J'en ai pas fait ces derniers temps avec la correction du marché. Euh, J'en ai pas fait énormément. Je les ai suivis vraiment pour des raisons bien spécifiques. Il y avait Liliro qui était sympa que j'avais vraiment bien aimé. Il y a énormément de projets NFT que je suis donc au fur et à mesure. Pas trop tout ce qui est lié au spéculatif, pas citer les noms, mais tout ce qui est, tu sais, enfin, voilà, enfin, les projets où c'est pour faire de l'argent, faire ton flip, et au final, ça fait que baisser. Ben, on l'a vu, hein, le marché, il s'est cassé la gueule. Mais moi, je suis vraiment fan, en fait, de tout ce qui est lié aux collections NFT parce que bah, ça me représente beaucoup. Et surtout, un collectionneur comme moi, je suis pas un, je suis pas un grand investisseur, tu sais. Je suis quelques projets, j'investis pas sur des milliards de projets, hein. Je suis que quelques projets, mais vraiment par rapport à l'humain. Et après, c'est beaucoup des projets NFT. Et dans ces artistes, tu aurais des noms d'artistes parce que Ben, en particulier ou pas? Je sais ouais, que Samy m'avait fait un call sur Xcopy, il était fan de Xcopy. c'est Alors, au Xclone, non? niveau de. Xclone, non? Xclone, non? Ah, Non, Xclone aussi, non, mais Scopie, ouais, ouais. mais ouais, prudence. Ah, ok, ok, ok. Non, non, enfin, moi, Mais c'était j'avais suivi Ça, c'était une beaucoup. patate chaude de Samy. C'est Samy qui m'a envoyé cette patate chaude. Et alors, après, figure-toi que j'aime bien l'œuvre. Et franchement, j'aime bien son œuvre. Elle est apocalyptique, un peu simpliste, Non, mais il est très fort. psychédélique. Il est très fort, Bon, Scopie. le token, c'est pas bien Ah, comporté. Xcopy. Mm, Ouais, voilà. Ouais, Il est très famous. Donc, Samy, voilà, m'avait mis un petit coup de projecteur sur ses. Alors, c'est vraiment une œuvre d'un personnage dérangé, mais c'est ce qui fait son charme aussi, tu vois, c'est de sentir. ah, ouais, ouais, tu sens que ouais, il est pas mal, hein? En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il est là, il est arrivé avant la hype, il y a un minimum de provenance, il est anon, et puis en fait, il est bien, on va dire, playlisté. Il est dans les portfolios des plus grands collectionneurs, donc Vincent Van Ouais, Gogh, ouais, c'est clair, c'est Medici. clair, Donc c'est clair. il est dans les bons, en fait. Donc bon. Les bons à avoir. C'est-à-dire qu'il est collectionné chez certains profils intéressants. Donc, je trouvais que Après, c'était. c'est beaucoup Et comme il a ça. sa légitimité, hein, parce que puisqu'il était là, je veux dire, c'est un pionnier du marché du NFT, hein, tu l'as dit, hein. Mais il était là, évidemment, avant que ça vaille de l'argent, il testait tous les outils, faisait tous les produits, et voilà, tout ça, c'était gratuit, hein. Donc, c'est ce qui fait aussi partie de ce.
son histoire. Je pense que c'est ce qui stabilise aussi le cours d'un artiste, c'est sa longévité et sa stabilité dans le marché. Ceux qui sont arrivés avant, ils ont beaucoup plus de choses à dire et surtout, ils étaient là avant, donc on peut pas les taxer d'être des opportunistes et d'arriver pour faire de l'argent, ce qui parfois, tu vois, peut être un peu problématique. Mais c'est pas mal. J'ai découvert, je connaissais pas. Merci pour la découverte, les gars. Mais voilà. N'y va pas. Non, mais manque de bol. Après, c'est pas très liquide, hein, certaines collections, mais Mais après, par exemple, ouais. Pardon. Je t'en prie, non, je t'en prie. Non, vas-y, continue, tu es en train de parler, je t'ai coupé. Non, je disais que le flow en général de Xcopy, par exemple, The Afterburner, ça avait sous-performé l'Ether, en fait. Tu étais perdant même en Ether. Mais c'est pas grave, là, on a fait ça pour l'art. Voilà. Et voilà, à un moment donné, il faut soutenir les artistes. Hein. Il y a pas que voilà. Écoute, dis-toi que les éthers que tu lui as donnés, eux, ils sont montés et ça, c'est important. Il faut qu'ils puissent maintenir son lifestyle. C'est pas mal. Écoutez, c'était très cool cette session. Je ne sais pas s'il y avait des questions dans le chat qui sont passées sur le projet. Je pense qu'on a couvert de façon assez large ce qu'était Cross the Age qui arrive. Comment on s'y prend pour la distribution des packs? Alors, c'est vous qui allez choisir en fait la meilleure manière d'incentiver votre public. Trouvez le meilleur moyen de les faire participer et je vous donne carte blanche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de oui, il faut qu'ils suivent Cross the Age ou quoi que ce soit. Trouvez le moyen qui vous semble être pour vous le meilleur pour faire en sorte que votre communauté, elle réagisse. Que ce soit sur Twitter, que ce soit sur le réseau social que vous préférez, et vous dites, voilà, on va vous offrir tant de paquets, à vous de faire ça. Et vous choisissez en fait la manière dont vous le donnez. Je pense que c'est la manière la plus faire. Moi, je suis anti incitation aux gens de s'abonner à notre page, ainsi. Pour te dire, on n'a jamais fait, on en avait parlé ensemble, Samy, on n'a jamais fait de compétition où il y a de l'argent. Tu sais, je crois qu'il l'avait fait la toute première fois et je leur ai dit non mais les gars, c'est interdit ça. On ne fait pas de gagner des 100 $ ou des trucs comme ça, c'est interdit. Je ne fais pas ça. Je dis mais tout le monde fait ça. Je dis mais je m'en fous, on ne fait pas ça. Je dis on ne donne pas de l'argent aux gens. Tu ne donnes pas de l'argent aux gens pour venir jouer à ton jeu. Je dis soit ils viennent et ils sont contents, et tu leur donnes pas de l'argent. Sinon c'est pas des gens qui vont venir pour le jeu. C'est des gens qui vont venir pour gagner 10 $, ils vont créer des bots pour gagner 2-3 sous. Et en plus ils sont toujours énervés ces gens. Alors que les gens qui viennent pour ton jeu, c'est pas pareil. Le problème des giveaways, souvent, c'est que ça te fait augmenter tes stats, mais c'est pas non plus une audience très intéressée que tu as par la suite. Moi, ce que j'aime pas avec les trucs où tu dois taguer 5 personnes et suivre plein de pages, et, retweeter, ça va, mais à partir du moment où tu demandes aux gens de suivre des pages dont ils se foutent royalement, ça fait augmenter les stats de la page, mais après, le propriétaire de la page, le projet, est-ce qu'il est vraiment content d'être passé de 10 000 à 15 000, mais 5 000 de ces personnes qui ont rejoint en fait Ils sont contrebalance. Ils en ont strictement rien à foutre de ce qui va être publié. Et en fait, tu pommes tes stats, et ta communauté ne vaut rien. Non, tu as 1000% raison. Nous, on a eu un dilemme parce qu'on a fait des glims. Dans nos glims, ce qu'on a fait, c'est qu'on a limité en fait juste à Discord. Discord et Telegram parce que c'est des channels de communication crypto. Normalement, dans la communication traditionnelle, quand tu fais de la com tradi, moi je viens de la com tradi à la base, c'est comme ça qu'on a réussi à avoir un channel de 200 000 sur Instagram, parce qu'on a l'habitude, nous, de faire de la promo sur ces réseaux-là. C'est pas la même promotion, c'est pas le même public. Sur la communication sur Insta, c'est un cœur, c'est un like, enfin, tu vois, c'est un petit smiley, enfin, tu vois, il y a rien. Alors que les gens qui vont venir non, mais c'est vrai, sur Discord, sur Telegram, ils vont parler, ils vont avoir vraiment, tu vas avoir un point de vue de quelqu'un qui va donner, qui va s'exprimer, surtout avec d'autres personnes qui vont lui donner le change. Attends, mais j'ai découvert ce truc-là, qu'est-ce qu'ils en pensent? Et ils vont échanger ensemble, ils vont même devenir autonomes. Tu sais que là, sur Cross the Edge, on a un JT journalier à 21h10. On a une personne qui s'appelle Antemori qui écrit les chroniques d'Artelium. On a chacune des personnes qui fait quelque chose pour la communauté. Enfin, c'est dingue, je trouve ça totalement fou. Tu vois, ça, on pouvait pas l'avoir sans un Discord. Discord, c'est presque un outil de recrutement. C'est autant un outil de communication que de recrutement. Je suis d'accord. Je pense que les prochains qu'on va embaucher dans la boîte, on va les prendre dans la communauté, j'en suis sûr. D'ailleurs, attends, ça peut être la dernière question. Qu'est-ce que peuvent faire les gens pour vous? Comment on s'explique?
ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Parce que l'intelligence, je te jure, mais vraiment, la capacité, enfin, tout ce qu'ils nous apportent en termes d'imagination, même, tu vois, en discutant entre eux, ils sont en train de unlocker pas mal de choses, nous, tu vois, où on se posait des questions. Et pareil, tu vois, ils sont en train de participer. Même, regarde, le premier livre, il a été écrit, ok? Parce qu'il faut fixer un univers. Tu peux pas, en fait, ne pas fixer un univers. Par contre, à partir du deuxième livre, ils vont pouvoir interagir et participer en disant putain, mais ça serait bien. On va demander au public de créer des nouveaux personnages. Et certains personnages vont être créés dans l'univers de Cross the Edge. C'est comme si c'était toi qui avais créé dans Harry Potter Lucius Malfoy. C'est moi qui l'ai créé. C'est moi qui l'ai créé. Il a ton nom, il a les spécificités que tu as créées. C'est tout nouveau. Putain, tu donnes le pouvoir aux gens de ta communauté d'interagir dans l'univers. Comme tu vois, dans Black Mirror, il y avait un épisode Bandersnatch où tu pouvais choisir comment l'épisode allait se produire. Là, c'est pareil. Tu peux interagir dans l'univers. Et ça, je trouve ça totalement fou et totalement génial. Parce que tu donnes vraiment le pouvoir en fait à ta communauté. Pas que en Mais termes. ça, tu vois, c'est encore Web 2 en fait. Le Web 2, c'est tout le monde peut interagir et le Web 3, tu peux le commercialiser en fait. C'est-à-dire que tu Web peux 3, ça le t'appartient. monétiser. Ouais, Web voilà. 3, ça t'appartient. Web 1, tu regardes. Web 2, tu interagis. Web 3, ça t'appartient. Nous, on est vraiment sur du Web 2, Web 3. C'est un cross, Eh en bien, fait. bravo. Tout le monde, voilà. Tu vois, on le retrouve Cross the Edge. Cross the Edge. Cross the Edge. Voilà. On l'avait préparé, celle-là. Ah, non, je sais pas. Non, moi je l'avais mis. J'ai dit, il faut que je la place avant la fin. Oh, Non, mais top. Bah, écoute, merci beaucoup Merci d'être passé. C'était super intéressant. Je pense qu'il ne reste pas beaucoup de temps en fait avant de pouvoir jouer au jeu de toute façon. Non, ça va aller vite, hein, ça va aller vite, ça va aller vraiment, vraiment vite. Et on va être, on a été nominé là à l'ABC Summit, donc c'est du 20 au 23 mars, donc dans quelques semaines. On offre en fait des invitations à toutes les personnes qui veulent venir. Vous êtes les bienvenus. Il y a une compétition et on est nominé comme l'un des meilleurs jeux, donc Gamify pour l'année 2022, Metaverse. Et ouais, on va faire un show totalement fou là-bas. On a prévu quelque chose d'assez incroyable, hein. Il va y avoir les personnages de Cross the Edge, on a préparé les tenues, les cosplays, les armes. Ça va être un show de fou furieux. Donc on a préparé quelque chose d'assez spectaculaire. On va avoir un stand de plus de 200 mètres carrés avec tout le monde de Cross the Edge qu'on est en train de développer pour là-bas. Et ça va être super beau à Dubaï. Donc voilà, on vous y invite bien sûr. Mais voilà, toutes les personnes qui veulent être présentes, eh ben, bienvenue. Vous êtes le bienvenu. C'est très cool en tout cas. Moi, je serai à Barcelone, malheureusement, je crois. Mais... On se rejoindra là-bas. C'est pourquoi? C'est pour Avalanche? Ah, ouais, oui, exactement. Ouais. Ah, moi, je finis et j'arrive directement là-bas. Ah bah, là, t'es en tournée. Bon, on se verra sûrement à Barcelone, en tout cas, avec grand plaisir. Ça va être cool. Écoutez, merci à tous. Merci aussi au chat, à l'audience, hein, aux abonnements qui sont passés pendant le live. Je n'ai pas l'interface de Twitch ouverte, donc je n'ai pas pu les voir. Donc, je vous remercie avec un peu de retard pour tous les abonnements, les contributions. C'est vraiment super. Et je vous dis à très, très vite, le dimanche probablement, pour une émission, un récap un peu des derniers titres crypto de la semaine. Merci encore. Merci et beaucoup. très, très vite. Merci, Samy. Salut. Merci, les Samy.